Alors, il y a un passouk dans Shemot. Ah, bien sûr, on souhaite beaucoup de brachot à cette maison, beaucoup de nachad, beaucoup de simcha. Et à vous tous qui avez sacrifié une soirée Netflix, kol hakavod, que Hachem vous envoie le bon zivoug au bon moment, qui vous envoie, ils enlèvent tous les indécis, les lourds, les calculateurs, les profiteurs, les malades mentaux. Quelqu'un de sérieux, gentil. Donc il y a pas mal qui ont été exclus. Hein, les cassos, enfin vous avez compris. Alors, c'est marqué Vayamot Yosef vechol echa vechol adoraou. Et il est mort Yosef et tous ses frères et toute cette génération. D'accord, on parle de quoi? Qu'au début de Shemot, quand la Torah va nous raconter comment les Bnei Israël sont devenus esclaves, d'accord, parce qu'il faut quand même savoir que les Bnei Israël en Égypte, bon, c'était les descendants de Yosef, d'accord, donc c'était l'aristocratie, on va dire, un peu égyptienne, et d'arriver à comprendre comment ils ont réussi à devenir des esclaves en Égypte, que le poids d'un juif, il avait moins de valeur que son poids en terre. Ouais, qu'un juif, il avait moins de valeur que son poids en terre, puisque le Midrash il raconte que quand il manquait des briques, il mettait des bébés juifs à la place. D'accord? Donc on peut imaginer un petit peu le niveau de bassesse. Alors comment ils ont pu passer d'un niveau pareil à un niveau pareil? Alors le Hora Haïm Akadosh, il explique. Il dit comme ça. Pourquoi c'est marqué il est mort Yosef et tous ses frères et toute cette génération? Il dit Ba Katuv Loma, Shekol Zman Shechad Min Ha'achim Hayakayam. Le verset vient nous dire que tant qu'un des frères était vivant, Ayu Amitzrim Mechabdim Otan. Alors les Égyptiens leur faisaient du kavod, ils les respectaient. Après, Ve'af Keshaya Echad Me'ador, même quand il restait un de la génération, alors Kayam, Ayu Chashuvim Be'enehem, ils étaient importants à leurs yeux. Velo Yalahem Panim Leishtavet Bahem, et ils n'avaient pas l'insolence de les rendre esclaves. Il dit, et après il rajoute un peu plus tard, chez Mitat Yosef, à la mort de Yosef, Yardou Megdulatam, ils sont descendus de leur grandeur, Shayu Me'olim Yoter Mitzrim, parce qu'au départ ils étaient plus élevés, ouais, au niveau social, ils étaient plus élevés que les Égyptiens. Venaasu Shavim Lahem, ils sont devenus équivalents des Égyptiens. Et après, Ubemitat Achim, et à la mort des frères, Yardou les Matam Imadregatam, ils sont descendus plus bas que leur niveau des Égyptiens, chez Ayub et Enehem Nivzim, parce qu'ils étaient à leurs yeux méprisables. Aval Adaim Lo Meshavidim Lahem, mais ils n'arrivaient pas encore à les rendre esclaves. Verak les Achar Shemet Kolador, c'est seulement après que toute la génération est morte, alors Itrilou les Ishtabet Bahem, qu'ils ont commencé à les rendre esclaves. Donc ça veut dire que ça s'est fait de manière progressive. Alors, le Rav Chaim Shmulevitz, il fait remarquer un langage du Hora Haïm un peu spécial. Quand c'est marqué Yardou les Matam Imadregatam, ils sont descendus plus bas que leur niveau. Shayu Be'enehem Nivzim, parce qu'ils étaient à leurs yeux, Nivzim, méprisables. Maintenant, lui, il dit on peut lire des deux manières. Soit on peut dire que les Juifs étaient méprisables aux yeux des Égyptiens, soit on peut dire que les Juifs étaient méprisables à leurs propres yeux. Ça va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une notion très très importante de comprendre qu'en fin de compte, le regard que la personne elle a sur moi, elle est souvent la conséquence du regard que j'ai sur moi-même. Comment est-ce que moi je me considère? Ouais, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'ai pas confiance en moi? Et c'est cette dimension-là qui crée le regard de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion, en hébreu, ça s'appelle kavod atzmo. Bon, le respect de soi. Maintenant, si on réfléchit bien, pour comprendre le respect de soi, il faut déjà comprendre la notion du respect. C'est quoi le respect? Le respect, c'est que quand il y a deux personnes l'une en face de l'autre, il y en a un qui va respecter l'autre. Et c'est quoi le respect? En fait, c'est le droit d'exister de l'autre prioritaire. Par exemple, vous me faites du kavod, ça me fait plaisir. Bon, c'est à cause de ma barbe, à cause de mon chapeau, j'en sais rien. Mais vous me faites le kavod. Pourquoi? Parce que le kavod, on l'a dit, c'est le droit d'exister. Maintenant, chacun d'entre nous, il a une réalité existentielle, ou non. Et la définition de la vie, d'après le Maharal de Prague, c'est justement l'existence. Alors, c'est quoi exister? Même en français, exister, c'est extérieur, ister, être. Être à l'extérieur. Alors, le Maharal, il appelle ça la tset minakoach et la poal, passer du potentiel au réel. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il a un potentiel, c'est le moi intérieur. Et ce moi intérieur, il va se réaliser à l'extérieur
par le moi extérieur. Par exemple, là, vous me voyez là. Vous me voyez, oui, non? Voilà. Vous voyez mon moi extérieur. Mais qui c'est qui parle? C'est mon moi intérieur. Donc il y a le jeu qui agit, le jeu qui fait à l'extérieur, et il y a le jeu qui veut à l'intérieur. Maintenant, toute sa vie, on construit ce jeu à l'intérieur, que les Chachamim appellent le lève, et on construit le jeu à l'extérieur, que les Chachamim appellent le marassé, l'acte. C'est-à-dire que le jeu qui agit, il est à l'extérieur. Il est en rapport avec la réalité, avec le regard de l'autre, avec les contraintes, avec les limites, avec l'argent, avec le stress, avec le temps. C'est le jeu qui est lié à l'acte. Mais à l'intérieur, il y a un autre jeu qui va être, on va dire, le contrôleur, le maîtriseur de ce jeu extérieur. D'ailleurs, c'est une expression comme ça quand on dit Gadol Ameasé Minaosé. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. C'est-à-dire que si vous incitez une copine à vous à faire Shabbat, d'accord, vous avez plus de mérite que elle qui fait Shabbat. Gadol Ameasé Minaosé, il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait. D'accord? C'est une phrase des Chachamim, connue. Alors moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle. J'ai dit, mais pourquoi on parle de deux personnes? Genre le Osé et le Méasé, celui qui fait faire. On pourrait dire, dans la personne elle-même, il y a un Osé et un Méasé. Par exemple, quand on se lève le matin, on dit « je me lève ». D'accord? Mais le je, c'est qui? C'est moi. Et le me, c'est qui? C'est toujours moi. Et voilà, combien vous êtes là-dedans? C'est bizarre. Donc en vérité, le je, c'est celui qui veut se lever. Je. Et l'autre, c'est celui qui veut pas se lever. Le me. Le Allah, le bœuf. Ouais. Il est lourd, mais très lourd. C'est le corps. Il est fatigué, il n'a pas la force, il n'est pas motivé. À quoi ça sert? De toute façon, c'est mon père qui paye tout. D'accord? Donc, il a du mal à se lever. Ouais. Après, je vais faire des études. De toute façon, je vais reprendre la voie de mon père. Mais ton père, il est bon, toi, t'es nul. Donc, ça veut dire qu'il y a une logique de deux personnes. Maintenant, celui qui lève l'autre, puisque je me lève, on a dit, il y a celui qui veut se lever, celui qui ne veut pas se lever. Mais dans la vie, c'est pareil. Maintenant, il y a celui qui se laisse aller, il y a celui qui se prend en main. Donc, quand je dis je me prends en main, allez, je reprends les études, je fais des efforts, j'attaque le régime, je m'inscris à la salle de sport. Donc, il y a celui qui veut se battre et celui qui veut se laisser aller. Je me prends en main, d'accord? Mais malheureusement, ça marche dans les deux sens. Donc, je me sens pas bien. Il y en a un en moi qui a envie de s'en sortir, et il y en a un autre qui entretient sa dépression. Parce que je dis, je me sens pas bien. Je dis, non, je vais très bien. Non, je me sens pas bien, franchement. Ouais, moi, des fois, je me bats avec les gens pour les aider, et eux, ils disent, non, je suis pas bien. Je dis, si, ça va aller. Non, ça va pas aller. C'est bizarre quand même. En vérité, moi, tu vas mourir, parce que ça me change dans ma vie. Ouais. Mais c'est moi qui me bats comme des couples. Des fois, et moi je dis, mais non, on va réussir, on va y aller. Il y a 4 enfants. Ah non, vous le connaissez pas, c'est trop facile. Il faut qu'il paye pour les années. Il m'a trompé, il m'a truqué, elle m'a menti, elle m'a volé. Je dis, mais attendez, je comprends pas, vous vous battez pour divorcer. C'est bizarre. Ouais, normalement, il faut être solidaire de son couple. Normalement. T'as le bateau qui coule, commence pas à t'engueuler que c'est qui va ramer. De toute façon, il est en train de couler le bateau là. Donc déjà, il faudra arrêter la fuite et puis après, on va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais l'idée, c'est ça. C'est que je me sens pas bien, ça veut dire, si tu traduis au niveau psychologique, ça veut dire je me donne les moyens de maintenir en place ma dépression. Ou encore, il dit je ne m'en sors pas. Écoute, je m'en sors pas. Mais t'es vivant. Quand t'es mort, c'est fini, t'es mort, bon, t'es mort. Mais quand t'es vivant, viens, on trouve une autre solution, une autre approche, une autre manière. On se met à plusieurs, tu fais une thérapie, tu trouves 10 000 euros, tu lances un business, tu apprends un métier. Ah non, je m'en sors pas. C'est-à-dire que tu as une dynamique négative. Vous me suivez ou... Voilà. Donc la vraie question, c'est de savoir lequel des deux tu es, toi. Est-ce que tu es celui qui veut s'en sortir ou celui qui veut s'enfoncer? Donc le problème, il est là. Le problème, c'est que, on a dit le kavod, c'est le droit d'exister. Maintenant, quand tu fais kavod au Rav, parce que tu es intéressé qu'il va exister sa Torah pour toi. Donc dans le rapport, moi j'existe, toi t'existes. En face du Rav, je me mets en retrait parce que je suis intéressé qu'il existe. Maintenant, je peux parler à sa place, c'est bien, mais je vais dire une chose que je sais déjà. Mais si lui, il parle, je peux peut-être apprendre une chose que je ne savais pas. C'est pour ça que le droit de se taire est profitable. C'est pareil les parents. Ouais, il y a des parents. Bon, ils sont vivants, en bonne santé, au Hachem, d'accord? Alors, je dis, la Torah l'a dit, il faut faire le kavod des parents, kibud avaim. Bon, pourquoi il y a cette mitzvah? Parce que, en fait,
quand tu veux savoir qui tu es, il faut que tu saches d'où tu viens. A priori, vous êtes les enfants de vos parents. Ça va? D'accord. Et le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Donc, le problème, c'est que vous êtes une combinaison du père et de la mère. Donc, quand vous observez vos parents, vous savez, tiens, oh là là, moi, j'ai aucune confiance en moi. Ah bah tiens, c'est exactement ma mère, ça. Ah, par contre, je suis hyper nerveux. Oh, ça, c'est mon père, ça. Oh, bah, je parle avant de réfléchir. Oh, ça, c'est ma mère, ça. Oh, j'ai les hanches de ma grand-mère. Ouais, j'ai le nez de mon père. Ouais. Parce qu'il y a un héritage génétique, physique, il y a un héritage génétique, psychologique, il y a même un héritage spirituel. Ça s'appelle Srutavot. C'est-à-dire que les efforts que les générations ont fait avant, ça s'hérite. Et nous-mêmes, on espère que nos enfants et nos petits-enfants vont hériter des efforts qu'on a fournis. Donc ça veut dire que c'est une chaîne. Dans cette logique-là, ouais, quand moi, je vais faire kavod à mes parents, on a dit, puisque le kavod, c'est le droit d'exister, donc, bien que j'ai envie de faire ma place et de faire ma révolution et de faire la gueule et me barrer, d'être en conflit et en fracture, je dis, c'est pas très malin. Ben oui, parce qu'il faut savoir que les gens qui sont très tôt en conflit avec leurs parents, bizarrement, toute leur vie, ils cherchent leurs parents. Vous me suivez ou non? Donc l'autre, il voudra un rave pour remplacer son père, l'autre, il voudra un mentor, l'autre, il voudra un patron, l'autre, il voudra un professeur de faculté, et en fin de compte, il cherche ton père. L'autre, elle va épouser quelqu'un qui a 15 ans de plus, par hasard. Ouais, elle cherche son père. Non, ça ne me dérange pas son âge, c'est normal, il me rassure. Bah oui, c'est ton père. Ouais. Donc, mais pourquoi tu cherches ton père? Cherche quelqu'un du même âge que toi. Ah non, ça ne me rassure pas. Le contraire aussi. Pourquoi tu veux être gagné net? Bah parce que, en fin de compte, j'ai le même âge que mes élèves. C'est pas grave non plus. Ouais, parce que tu vas pas te confronter avec des filles de 18 ans, c'est dur. Il faut parler, il y a un argumentaire, il y a de l'énergie, il y a de la personnalité. Alors que blablabla, c'est plus facile. En fait, c'est un problème d'ambition. Tu dis non, moi j'aime bien les enfants, ils ne se posent pas de problème, ils ne posent pas des questions embarrassantes, ils ne me stressent pas, il faut juste changer la couche. Bon, peut-être faudrait commencer par la tienne. Donc l'idée, c'est que on va chercher quelqu'un qui va nous faire exister, ou on va fuir quelqu'un qui nous empêche d'exister. Maintenant, puisque exister, ça passe de l'intérieur vers l'extérieur, donc une espèce de pression existentielle, et ça vient d'où? Ça vient en fait de la neshama. La neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante. Cette énergie, c'est de l'énergie pure. Quand elle sort de la neshama, elle arrive, moi je m'excuse pour les gens qui l'ont déjà entendu, mais c'est des choses qu'on peut réécouter. L'énergie, quand elle sort de l'âme, elle arrive au niveau du nefesh, au niveau du psychique. D'accord? Cette énergie, quand elle arrive au niveau du psychique, elle s'appelle volonté. Avant ça, elle s'appelle énergie. Maintenant, le jeu, il prend cette énergie, ouais, le veut, et il va l'envoyer dans le corps. C'est lui qui maîtrise ça. Et ça s'appelle la motivation. D'accord? Je me motive. Je soulève les haltères, d'accord? Je cours le 100 mètres, je monte à la corde. C'est ma motivation. Mais la motivation, c'est quoi? C'est l'énergie de la neshama que j'ai mis dans le corps. L'énergie de la neshama, quand je la mets dans le cerveau, elle s'appelle la concentration. Quand je la mets dans la pensée profonde, elle s'appelle la transcendance, la méditation. Quand je la mets dans ma voix, ouais, elle s'appelle la conviction. Quand je la mets dans la tête de l'autre, elle s'appelle la manipulation. Quelqu'un qui a moins de volonté que moi avec ma volonté, je peux maîtriser son flux existentiel et le faire aller où je veux aller. Alors, quand c'est très, très artificiel, ça s'appelle de l'hypnose. Quand c'est moins que ça s'appelle de la manipulation mentale. Mais c'est toujours un rapport de plus de volonté, moins de volonté, plus de conviction, moins de conviction, plus de personnalité, moins de personnalité. Et quand je vais la mettre dans mes choix, dans mes actes, ça va s'appeler la détermination. D'accord? Maintenant, on sait il dit Rav Dessler que Achlata Zechatzi Asiya, que la décision, c'est la moitié de la réalisation. Donc, c'est bien que la décision, elle soit claire. Donc, souvent, quand les gens ils te disent « Oui, j'arrive pas à ma finalité, on m'a foutu la inara, le prof était contre moi, le doyen de la fac qui m'a cassé, mes copines, elles sont moquées. » En vérité, c'est que l'influence extérieure était plus forte que le courant intérieur. C'est de la plomberie, en fait. Vous avez un tuyau. De ce côté, il y a 150 kg de pression vers l'extérieur. Et là, il y a 300 kg de pression vers l'intérieur. Donc, ça repart à l'intérieur. Aujourd'hui, ça s'appelle la pression sociale. Le regard de l'autre. Oui, je ne supporte pas les remarques, les petites critiques, des fois les sourires en coin, les sourcils, les soupirs. Oui.
Mais comment ça se fait que ça te trouble? Bah oui, mais c'est quand même difficile, hein. Quand tu as quelqu'un, à chaque fois que tu t'approches, elle se met à rigoler, au bout d'un moment, tu peux te sentir gêné. T'as raison, mais pourquoi ça rentre? Ben, je viens de te le dire, le gars il se moque, la fille elle se moque. Ça me fait mal, ça me fait de la peine. Ah bon, ça fait de la peine à qui? Ben à moi, mais qui c'est à toi? Alors je vous donne la règle, c'est un principe Benchetrital qui va vous faire gagner à peu près 6 ans de dépression. Ouais. C'est que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Je répète, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, le cerf-volant. Ouh là, il y a du vent aujourd'hui, oui. Donc, le degré de pénétration des agressions extérieures. L'autre, il m'a fait une remarque, m'a fait une insulte. Pourquoi ça me touche? Pourquoi ça me détruit? Pourquoi ça me fracasse? Pourquoi j'ai envie de mourir? Parce qu'il n'y a personne dedans. Bah oui, vous prenez une batte de baseball, vous tapez dans un rocher. Si le rocher, il est plein, la batte de baseball, elle rebondit, l'onde de choc, et elle te casse le poignet. Mais si tu tapes dans un vase, l'onde de choc, elle rentre à l'intérieur, et pour sortir, elle casse le vase. Donc ça veut dire que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Voilà. Ça va? Après tu dis, ouais, je suis harcelé par mon patron, mon mari, il me casse, ma fille, elle me déstabilise, ma copine, elle me fait du chantage émotionnel. Alors, colo, pourquoi ça rentre? Il y a une réalité. Il fait froid, tu mets un impair. Il pleut, tu mets un parapluie. Tu rencontres un brel, tu fermes les écoutilles. C'est quoi la question? Les chiens aboient et la caravane passe. Ouais, mais quand même, j'étais dans un moment de fragilité, j'avais un passage à vide, j'étais pas clair dans ma tête, puis j'avais une déception sentimentale, je venais d'accoucher, j'ai envie de mourir, j'ai perdu ma grand-mère. Ok. Il y a des événements dans la vie, il y en aura. Mais pourquoi ça pénètre? Les gens, ils répètent toujours la même chose. Bah oui, mais je viens de vous dire pourquoi. Non, tu m'as dit ce qui s'est passé, tu m'as pas dit pourquoi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est la personne à l'intérieur, ouais, comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à se défendre? Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à fermer les écoutilles? Comment elle n'arrive pas à être hermétique? Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à passer au-dessus? Pourquoi? Bah oui, parce que c'est ça le problème. C'est que l'énergie de l'âme, on a dit, quand elle sort, elle arrive au niveau du nefesh, au niveau du jeu, et le jeu, il va l'orienter vers le corps, vers le... Non. Mais le problème, c'est le jeu. Parce que le jeu, c'est qui? C'est la personne. Alors, vous savez toutes et tous que le mot personne en français veut dire personne et personne. Vous parlez français, non? En hébreu, c'est pareil. En hébreu, il y a Ani, c'est le jeu. Ça s'écrit Aleph Nun Yud. Et les mêmes lettres, ça forme le mot Aïn, qui est le néant. En omrim, on ne dit pas, c'est la négation. Et Aïn, c'est le néant. Chochma mi'aïn timtsa, ouais, la chochma, tu la trouveras chez celui qui se considère comme rien, au niveau de la hanava. Mais en celui qui est nul, il ne peut pas être modeste. Parce que pour être modeste, il faut pouvoir frimer. Vous avez compris. Donc l'idée, c'est que le haïn, c'est personne. Donc la question, c'est que si la personne ne s'est pas donné les moyens d'être quelqu'un, elle va être personne. Tu dis, mais est-ce qu'on peut être personne? On peut être personne. Les gens, ils s'énervent, oui, je comprends pas. Je parle à quelqu'un, il ne m'écoute pas. Je l'appelle, il ne se retourne pas. Ouais. J'envoie des textos, il ne me répond pas. Mais attends, mais j'ai l'impression, c'est comme si je n'existais pas. Tu peux le chanter si tu veux, ouais. Mais c'est vrai, c'est ça. Parce que exister, encore une fois, c'est être à l'extérieur. Donc, il faut d'abord développer quelqu'un à l'intérieur. Et ce quelqu'un de l'intérieur, il faut le réaliser à l'extérieur. C'est ça, on a dit. La formation du moi intérieur s'appelle le lève. Et la réalisation du lève s'appelle le marassé. Mais comment je vais réaliser rien? C'est impossible. C'est pour ça que la seule manière de ne pas être personne, c'est d'être quelqu'un. Et quelqu'un, c'est quoi? C'est unique. Donc unique, ça veut dire qu'il faut que tu développes ton côté unique, sinon tu es personne. Parce que c'est quoi le grand Yetzer Hara? C'est qu'au lieu d'être soi-même, c'est d'être l'autre. Soi-même, c'est le même que soi. Je sais pas, peut-être vous parlez encore français, non? Donc je rigole, non. Soi-même,
c'est être le même que soi. Ça a l'air évident. Mais les trois quarts des gens, au lieu d'être eux-mêmes, ils sont eux-mêmes que l'autre. Bah oui, j'ai besoin de ton approbation. Je vis dans ton regard. Ça va, je suis jolie. Ça me va bien. Ah, tu trouves que j'ai grossi? Ah ouais, t'as grossi. Ah, je vais mourir. Ah, pourquoi? C'est un phénomène, ça. Souvent, les filles, tu la prends en photo. Il faut voir la photo. Ah, efface là, je suis moche sur la photo. Je dis, chérie, c'est pas sur la photo que t'es moche. C'est une image. C'est un phénomène. C'est-à-dire que la personne, elle est plus gênée par la représentativité numérique que par sa réalité. Tu sais, c'est les phénomènes, ça s'appelle les photographes. Vous avez déjà vu ça dans les bar mitzvot, dans les mariages? Ouais. T'es normal, t'es détendu, bon. Et quand il y a le photographe, hop, tu poses ton meilleur profil, ton truc, les yeux, les cils. Moi, je peux pas, j'ai pas de cheveux, mais bon, j'imagine. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu existes dans le regard de l'autre. C'est-à-dire, bon, c'est pas très grave. Bah si, bah oui, parce que quand tu regardes, tu existes dans ton regard à toi, et dans le regard d'Hachem, ça s'appelle l'essentialité, et quand tu existes dans le regard de l'autre, ça s'appelle la superficialité. Maintenant, on peut être quelqu'un de superficiel, c'est pas très grave, il en faut des rmaras. Bon, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est que toi, tu es superficiel, donc tu vas rencontrer quelqu'un de superficiel, parce que quelqu'un d'essentiel, il va te stresser. Après, les deux, vous allez avoir des enfants superficiels. Après, tu vas d'où ils sortent ces brels. Le poirier fait des poires, le pommier fait des pommes, et le khmarié, il fait des khmar, d'accord? Après, tu dis, oui, mais on va avoir une vie superficielle. Bah oui, après, ça manque d'essentialité. Maintenant, les gens superficiels ont des problèmes essentiels, parce que tout le monde a des problèmes essentiels. Le problème, c'est que quand tu donnes des solutions superficielles à des problèmes essentiels, tu ne règles pas les problèmes essentiels. Maintenant, les gens, ils pensent que beaucoup de superficialité, ça peut combler un peu d'essentialité. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça va? J'ai une grande maison, une super voiture, des enfants bronzés. Ils doivent être heureux, ils sont bronzés. Ouais. Ah, les Africains, ils sont tous bronzés, pourtant, ils ne sont pas tous heureux. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non. Ça veut dire que l'essentiel, c'est l'essentiel, et le superficiel, c'est superficiel. Je sais ce que vous allez me dire. Il faudrait le compromis. Mais le compromis, comme son nom l'indique, il est promis. Et il tient ses promesses. C'est pour ça que les gens qui cherchent de l'essentiel, ils n'arrivent pas à supporter des gens superficiels. C'est facile, c'est difficile. Ils parlent que des bêtises, le foot, la lourdeur, les trucs, la poitrine de sa copine. Je ne veux pas qu'on parle un peu des choses importantes, même si c'est pas de la religion. Bon, voilà, il a un problème. Le gosse, il est autiste. Il faut qu'on en parle. Celui-là, il a un petit peu un retard au niveau intello. Il faut qu'on parle. On fait un traitement, on s'y met à deux, on se bat. Non, laisse tomber, viens, on part à Monaco, on fait un kiff. Mais quel rapport? Parce que les personnes superficielles, ils ont des problèmes essentiels, mais encore une fois, ils apportent des solutions superficielles aux problèmes essentiels. C'est comme si quelqu'un il a un cancer de la peau, il met de la crème Nivea. Je t'adoute. Bon, c'est mieux que rien. Non, là, c'est sérieux, là. Ouais. L'autre, il a du psoriasis sur tout le corps, parce qu'il est très, très angoissé, très bileux. Il dit, non, mais je vais aller à la mer morte. Mais le problème, il est dans la tête, il n'est pas dans la peau. La peau, c'est juste un écran à cristaux liquides, où apparaissent les problèmes. Ouais, c'est comme tu vois un bug sur l'écran. Tu dis, c'est l'écran. Mais non, c'est la tour qui a un problème. Mais non, l'écran, c'est l'expression de la tour. Comme ton figure, c'est l'expression. Ton corps, c'est l'expression. Donc la logique, c'est quoi? C'est que tu dois fabriquer ce un en toi, d'être quelqu'un, ouais. Et en fait, la Gemara dit que Shem Shepartsoufem Shonot Kardaten Shonot, de la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc en fait, on est tous différents. C'est-à-dire que quand tu te lèves le matin, il y a 7 milliards de personnes qui ne te ressemblent pas. Oui. Et toi, tu as le choix. Ou tu vas faire l'effort à contre-courant d'être toi-même, ou alors tu vas rentrer dans ce très très grand Yetzer Hara, ouais, d'être comme tout le monde. Non, le problème, c'est que chacun c'est quelqu'un, dans l'absolu. Toi t'es quelqu'un, toi t'es quelqu'un, toi t'es quelqu'un, toi t'es quelqu'un, toi t'es quelqu'un. Mais tout le monde, c'est quelqu'un ou c'est personne? Vous avez le droit de répondre. Je vais insulter personne.
Donc, je répète pour les malentendants. Donc, chacun, c'est quelqu'un. D'accord? Mais tout le monde, c'est quelqu'un ou c'est personne? Bah, tout le monde, c'est personne. Donc, quel est ton espoir de devenir quelqu'un en faisant comme tout le monde? La même coupe de cheveux, les mêmes jupes, la même ambiance, les mêmes mimiques, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes chaînes de télé, les mêmes feuilletons sur Netflix, les mêmes blagues, la même coupe de cheveux, les mêmes... Oh, d'un moment, tu te sens pas un peu comme les bouteilles de Contrex dans l'étagère? Tous les mêmes. C'est bizarre, non? C'est quoi? C'est le troupeau? C'est quoi? C'est l'attirance de la ressemblance? C'est l'effet miroir? Comment ça marche que les gens, ils veulent être tous les mêmes? Mais tu n'as rien de personnel à apporter au monde. Parce que je rappelle, pour ceux qui ont compris, que quand ta personne, elle développe le côté unique, en français, ça s'appelle la personnalité. Oui? Mais il y a aussi la personnalité. La personnalité. Non, parce que quand vous réagissez pas, je ne sais pas, est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que la blague est lourde? Je ne sais plus, monsieur. Elle est super, la blague. Elle est bonne. Elle est super. Elle est très bonne. Ouais. D'ailleurs, tout le monde le dit, mais tu dors ou quoi? Réveille-toi. Ouais. Parce que tu es une personnalité. Les gens qui se réveillent comme ça à 44 ans, oh, oui, j'ai envie de vivre ma vie. 44 ans, quoi. 43 ans de coma. Et l'autre, 7 ans et demi, ouais, maman, je vais me faire épiler. Écoute, ma fille, t'es un peu précoce. Ouais. Donc l'autre, elle est trop tôt, l'autre, elle est trop tard. Oui. La logique, c'est ça. La logique, c'est que tu développes ta personne, d'accord? C'est-à-dire les différentes facettes de ta personnalité. Maintenant, la personnalité, c'est ta personne, et c'est la personne qui va mettre une connotation personnelle à l'intérieur de cette énergie qui sort de la neshama. Donc, à la place du courant électrique, on va dire un fleuve, enfin une source. Il y a une montagne, il y a une source d'eau qui sort. Cette source, elle est translucide, c'est de l'eau pure. Alors moi, j'ai une bouteille de colorant. D'accord? Donc, je mets un peu de colorant rouge. Ben, la suite de la rivière, elle est rouge. Vous me suivez, hein? Je mets du bleu, c'est bleu. Je mets de la haine, je développe la haine. Je mets de l'amour, je développe l'amour. Je mets de l'intelligence, je mets de l'entêtement, ça fait de l'entêtement. Parce que l'énergie, elle est pure. L'énergie, elle vient de l'âme. Donc, elle est très, très puissante. Les goïms, ils l'appellent la vie. Ouais, c'est ça, la vie. Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la cellule, elle est vivante et la moquette, elle est morte. Alors que le gars, il n'arrête pas de fumer la moquette dans l'espoir de retrouver la vie. D'accord? Donc, en fait, cette énergie-là, elle sort de l'âme et elle passe par la personne. Et la personne, à ce moment-là, si elle veut, elle peut mettre dedans une connotation personnelle. Ça s'appelle la personnalité. D'accord? Maintenant, si dans cette volonté, elle met de la philosophie, il va avoir une volonté de philosophie. L'autre, ingénieur. L'autre, il veut être un héros, Golani, il le met dedans. C'est sa personnalité. Ouais. L'autre, il met des complexes, ça devient des complexes à l'infini. Ouais. L'autre, il met que c'est toujours la faute des autres, ça devient la faute des autres à l'infini. Parce que c'est la connotation personnelle qu'il a mis dans cette énergie divine qui le traverse. Ça va? Et après, il a le choix aussi d'orienter cette énergie vers le bien, vers le mal, vers le vrai, vers le faux, vers le mouvement, vers l'immobilisme, vers la lourdeur, vers le positivisme. C'est toi qui décides. Donc en fait, qu'est-ce qui reste à la personne? C'est seulement l'orientation de cette énergie et la connotation que tu vas mettre à cette énergie. Voilà, c'est tout ce qu'on fait dans la vie. C'est déjà beaucoup. Mais on sait que le jeu, c'est l'homme et il est fini, et le vœu, c'est l'énergie de l'âme et l'infini. Ça va? C'est-à-dire que quand je dis je veux, le jeu, il est humain, mais le vœu, il est divin. C'est pour ça qu'on peut faire des choses extraordinaires. Par exemple, Hachem, avec la volonté, il a créé la matière. Donc toi, quand tu mets ta bonne volonté dans un produit, il devient vivant. Quand tu mets ta volonté dans ton couple, ça s'appelle l'amour. Quand tu mets la volonté chez l'enfant, ça s'appelle la confiance dans l'enfant. Quand tu mets la volonté en toi, ça s'appelle la source d'énergie qui fait que tu deviens ce que tu peux devenir. Seulement, il faut maîtriser la volonté. Ah, et c'est là que le problématique commence. Pourquoi? Parce qu'au niveau du nefesh, au niveau du psychique, au niveau du moi, en vérité, il y a trois morceaux. Il y a un morceau qui s'appelle le moi, le je. Il y a un morceau qui s'appelle Yetzer Hara, un morceau qui s'appelle Yetzer Hatov. Nous, on l'appelle mauvais penchant. Les goïms, ils l'appellent, Freud, il l'appelait la zone d'ombre. Les psychiatres, ils l'appellent
les psychologues l'appellent la névrose, les complexes, les psychiatres l'appellent l'attirance vers la mort, l'autodestruction, mais tout le monde est d'accord qu'en moi, il y a une tendance qui n'est pas moi, mais qui me fait faire à moi des choses que moi, je pense qu'elles sont mauvaises pour moi, mais je les fais quand même. C'est pour ça que quand je fais une bêtise, je dis c'est plus fort que moi. Je dis mais comment t'as pu faire une chose? C'était plus fort que moi. Moi, ils viennent chez moi, les gars. Ils me disent écoutez, Ramed Chetri, j'ai très honte, j'ai fait une très très grosse bêtise. Je dis écoute, t'es religieux. Bah écoute, c'était plus fort que moi. Je dis mais c'est ta belle-sœur. Bon, mais c'était plus fort que moi. Mais elle a 4 enfants, mais c'était plus fort que moi. Je dis mais ton beau-frère, il est sniper. Regarde, là, c'est plus fort que toi. Ouais, tu vas mourir cette semaine. Mais je dis mais comment t'as pu faire une chose pareille? Comment t'as pu mentir? Comment t'as pu voler? Comment t'as pu draguer? Comment t'as pu coucher? Tu sais, genre tu seras la mère de mes enfants, la femme de ma vie, Bezrat Hachem, la kippa noire, la truc et tout. Tac, les parents sont pas là. On s'allonge, on boit un verre. Comment ça, t'es enceinte, Myriam? Non, non, là c'est Jennifer maintenant. Ah bon? Et toi, Ephraim? Ah non, moi c'est Kevin. Ah bon, c'est pas. C'est comme quand tu deviens Brent, tu changes de nom, toi. Ouais. L'idée, c'est pas shoot. Que quand la personne ne se donne pas les moyens de devenir elle-même, automatiquement, elle est personne. Ça va? C'est ça, quelqu'un. Quelqu'un, c'est quelqu'un d'unique. Alors, je vous donne un secret. Chacun d'entre nous, il a une neshama unique. Donc, automatiquement, il a une personnalité unique. Donc, il a un corps unique. Donc, il a un vécu unique. Mais ça, c'est pour les gens qui développent leur côté unique. Maintenant, si tu ne développes pas ton côté unique, alors c'est la loi. C'est une loi mécanique. La loi mécanique, c'est que le Yetzer Hara ne peut exister que dans l'absence de moi. Vous comprenez ce que je dis ou non? Par exemple, cette bouteille, voilà, elle est pleine de coca. Ok. Si j'enlève le coca, elle se remplit d'air. Qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé le coca. Maintenant, le coca, c'est le moi. Si mon moi, il est fort, automatiquement, mon Yetzer Hara, il est faible. Mais si mon moi, il est faible ou inexistant, comme le vide n'existe pas dans la nature, automatiquement, c'est le Yetzer Hara qui va prendre la place. C'est comme la conscience. Si je réfléchis, par exemple, il y a un phénomène, vous avez dû le vérifier 1 million de fois, vous faites Netilat Yadayim le matin ou non? Oui, non? D'accord. Il y a un phénomène bizarre. Quand vous allez pour faire Netilat en disant je vais faire Netilat, c'est le matin, j'enlève la Touma, eh bien vous faites Netilat comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais quand vous pensez à autre chose, ouais, parce que votre téléphone il sonne à ce moment-là, et puis vous dites oh, je suis en retard pour aller à la manicure, eh bien vous faites Netilat du manger. 3, 3. C'est bizarre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous n'êtes pas en conscience et en vigilance de maîtriser votre corps, il est maîtrisé par quelque chose d'autre, qui n'est pas vous. C'est pour ça qu'on dit « c'était plus fort que moi ». Or, je rappelle que « je, tu, il »,« nous, vous, il » sont des pronoms personnels, ouais. Mais c'est apostrophe, c'est un pronom déterminant impersonnel. Ouais. C'est pas trop dur de faire les deux en même temps. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que, moi je vous dis un truc, quand il y a de ça vous empêche d'écouter, c'est que vous êtes concerné. Et concerné, ça peut s'écrire en 2 mots. C'est pas grave. Donc, c'est que c'est apostrophe, c'est impersonnel. Maintenant, quand vous prenez la phrase, c'était plus fort. Je dis, mais comment tu as pu faire ça? C'était plus fort que moi. Tu sais qu'on n'a pas d'argent et tu achètes un sac à 5 000 euros. Ben écoute, je sais pas, c'était plus fort que moi. Mais tu sais bien qu'elle vient pour t'énerver. Pourquoi tu t'énerves? Ben, c'est plus fort que moi. Donc, à chaque fois que tu réagis dans l'impulsion, tu sais que c'est pas toi, parce que c'est plus fort que toi. Vous me suivez ou non? Alors, qu'est-ce qu'on a dit, nous? Il y a le moi intérieur, le moi extérieur. Et à l'intérieur, il y a le moi enfant, le moi adulte. Maintenant, si toi, tu n'as pas développé le moi adulte, automatiquement, c'est le moi enfant qui prend la relève. Bon, t'as 16 ans, t'es un peu lourde, c'est pas grave. T'as un gamin, bon. Mais là, t'as 28 ans, là. T'as 2 gosses. Faut commencer à prendre des décisions. Ouais, mais tu la connais pas, ça... C'est ça la maturité. La maturité, c'est d'accepter que le jeu à l'intérieur, il va prendre en charge la réalité. C'est un phénomène qui s'appelle la remise en cause.
Vous avez entendu parler de ça? Remise en cause. Non, les gens, ils utilisent des mots, mais ils réfléchissent jamais. Parce que quand tu prends la logique de la remise en cause, il y a la cause, la loi de la cause. La loi de la cause, c'est quoi? C'est que chaque cause a une conséquence. Ça s'appelle la causalité en philosophie. Donc, il y a toujours une cause. Bon, super. Après, il y a la mise en cause. C'est un niveau supérieur. Parce que toi, tu es extérieur et tu vois la cause et la conséquence. Tu dis, le mec, il est là et il est brûlé à 80%. Donc, il est tombé dans la piscine. Non, si il est brûlé à 80%, on sait qu'il était dans un incendie. Donc, tu vois la cause, tu peux imaginer la conséquence. Tu vois la conséquence, tu peux imaginer la cause. Mais tu es extérieur. D'accord? Après, on te dit, il y a la mise en cause. La mise en cause, c'est-à-dire que tu acceptes d'être placé à la place de la cause. Alors, comment ça s'appelle la mise en cause? Ça s'appelle la responsabilité. Quand tu dis, je suis mis en cause. Alors, c'est très intéressant au niveau psychiatrique, c'est que les 3/4 des gens ne supportent pas d'être mis en cause. Voilà, c'est encore à cause de moi. Ah ouais, voilà, tu sais. Mais pourquoi ça te dérange? Quand tu conduis, c'est toi qui conduis. Ouais. Si tu joues avec ton téléphone, ou tu fais pas attention, ou tu accélères, ou tu dépasses sans avoir la visibilité, c'est de ta faute. Tu dis non, c'est pas de ma faute. Comme tu as vu le mec qui prenait toute la place avec son camion. Pourquoi les gens, ils acceptent pas d'être mis en cause? Vous me suivez ou non? Pourquoi il y a une dimension anxiogène dans la mise en cause? Tu sais pourquoi? Parce que le gars qui est mis en cause, la fille qui est mise en cause, elle a 8 ans. Et à 8 ans, tu es susceptible. Tu ne supportes pas le stress. Mais si physiquement tu as 28 ans, c'est compliqué. T'as emprunté l'argent, rends-le. Oh non, j'ai pas d'argent, je m'en fous, je fais ce que je veux, voilà, je suis comme ça. De toute façon, il est bourré, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais t'as emprunté, t'as donné ta parole. En plus, c'est ton beau-père. Comment tu vas t'arranger avec ta femme? Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Tu te poses la question, ça n'engage à rien, ouais, ça vaut ce que ça vaut, comme on dit chez L'Oréal. Il a quel âge? Parce que sur les papiers, il a 30 ans. Mais quand il a une conduite de gamin de 14 ans, qu'est-ce que je vais tenir compte? L'âge mental ou l'âge physique? Premièrement. Deuxièmement, comment c'est possible d'avoir 14 ans à 30 ans? Par exemple, quand tu passes le bac, bon, disons tu as 18 ans, ouais. En général, tu as un niveau de bac, puisque tu passes le bac, d'accord? Donc le mec, il va au bac, il dit, tiens, en fait, on se fait une petite révision vite fait, 6 x 7, 194. Tu t'as arrêté l'école? En terminale, comme toi. Non. Quand est-ce que tu as arrêté de travailler à l'école? En CM2. Donc, tu fais un calvaire à mort. Si quelqu'un qui s'arrête en CM2, quand il arrive en terminale, il a un niveau de CM2. Donc, si quelqu'un il arrête de travailler ses midotes à 9 ans, à 28 ans, il a 9 ans. Ça va? Pourquoi? Parce que comment tu grandis? Tu es en classe de 5e, tu écoutes les cours de 5e, tu fais les exercices de 5e, tu fais les interros de 5e, tu passes en 4e. Toute la vie, c'est ça. Ouais. Toute la vie, tu passes parce que tu as surmonté des épreuves. Tu as travaillé à l'école. Dans la vie, c'est pareil. Hachem, il va t'envoyer des épreuves. Qui c'est le professeur de travaux pratiques? C'est l'Yetzer Hara. Il t'envoie des épreuves. Tu as appris dans la Torah, faut pas voler. Ok. Donc, il t'envoie une épreuve de voler. Ok. Tu voles ou tu voles pas? Si tu voles, tu peux pas grandir, puisque tu voles et faut pas voler. Maintenant, tu as envie de voler, tu vois l'occasion de voler, tu as l'opportunité de voler, tu voles pas. Donc, tu augmentes ta maturité d'honnêteté. Toi, tu as grandi dans une famille religieuse. Bon, tant pis pour toi. Bon, ta mère, elle est tsanoua, de chez tsanoua. Ouais. Et toi, tu as un Yetzer Hara, des mini-jupes, des servez-vous, des rehausseurs de midot. Ouais. Mais c'est un Yetzer Hara comme un autre. Bon, la nature t'a pas vraiment gâté de ce côté-là, d'accord? Alors tu te dis, oui, j'ai envie de le faire. Je crois que je dois le faire. Et puis ça va me donner confiance en moi. Puis quand je vais passer dans la rue, il y a tous les chacals qui vont se retourner. Ouais.
Et puis ils vont me donner un nom que j'aurais pas voulu, mais qui me fait plaisir quand même. C'est qu'ils vont dire « Oh la vache !» Et c'est connu que la vache montre ses mamelles sans aucune gêne. C'est ça qu'on la reconnaît. Ouais. Maintenant, si toi tu n'existes que parce que tu as des chacals qui s'excitent quand tu passes, c'est un problème au niveau de la confiance en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je ne me donne pas les moyens d'être moi et ensuite d'être moi-même, automatiquement, je vais être personne. Maintenant, si je vais être personne, je peux rencontrer personne, je peux épouser personne, je peux faire des enfants, personne. Parce que qui c'est qui va les faire, puisqu'il n'y a personne? Qui c'est qui va assumer, puisqu'il n'y a personne? Je vous donne un secret. Mais il faut essayer de ne pas l'utiliser avec des gens que vous aimez. Et c'est très violent. Vous êtes bien psychologiquement ou il y a des gens qui sont en traitement? Tranxène, Exomil, personne? Mais c'est violent. Si une personne, systématiquement, à chaque fois qu'on l'accuse, elle transfère la culpabilité sur les autres, ça va? Genre, de toute façon, c'est à cause de toi, ouais. Ça veut dire qu'il n'y a personne dedans pour assumer. T'as compris ce que j'ai dit ou non? Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a la cause, la loi de causalité. La mise en cause, c'est d'accepter d'être la cause. Ouais. C'est quoi la remise en cause? C'est la perpétuité du sentiment d'être placé en cause. Donc c'est la perpétuité du sentiment de responsabilité. C'est bon? Maintenant, la perpétuité du sentiment de responsabilité, en français, s'appelle la maturité. C'est pour ça que les gens immatures n'arrivent pas à se remettre en cause. CQFD, ce que fait Dieu. Alors qu'en vérité, on est condamné à se remettre en cause. Parce que c'est quoi la mise en cause? Ben, la mise en cause, c'est la responsabilité, et la mise en cause, c'est la émouna. Vous croyez en Dieu, non? Oui, non? On est entre nous, vous pouvez être sincère. Ouais, ça je le dis tous les soirs. Donc si vous avez déjà écouté des cours, vous avez entendu. La croyance, c'est pas simplement de faire Shabbat, de manger kasher, mais c'est évident puisqu'on est juif. Même ton père a coupé court à la discussion. À 8 jours. Ouais. Puisqu'il te l'a mis là. Non, la émouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que mon mari, c'est mon mari. Ah, mais t'as vu la gueule qu'il a? Je sais pas moi. T'as acheté un miroir déjà dans ta vie? Tu sais que le défaut majeur des gens qui nous entourent, c'est qu'ils nous ressemblent. Une belle bande de khmarot, elles vont avoir des copains khmar. C'est comme ça, ils s'attirent. Comme les aimants et les aiguilles. Les voleurs, ils rencontrent des voleurs. Les intellectuels, ils rencontrent des intellectuels. Les religieux rencontrent des religieux, des vrais religieux. Ceux qui font semblant, ça ne marche pas. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, ouais, ce que je suis, ce que je deviens et ce que je produis, c'est la même chose. Ça s'appelle la linéarité existentielle. Donc je développe une personne à l'intérieur. Cette personne, en fait, elle évolue parce qu'elle assume la réalité. Donc à chaque fois qu'elle n'assume pas, pourquoi? Parce qu'à la place de elle, elle envoie son Yetzirara, ou elle envoie sa peur, ou elle envoie son angoisse, ou elle envoie ses complexes. D'accord? Donc comme elle ne va pas au contact, donc automatiquement, elle n'a pas la résonance. Or, comment s'appelle la résonance du contact, la résonance de l'épreuve? C'est la maturité. Je ne vais pas à l'école, je ne peux pas augmenter mon niveau. Je ne dépasse pas mes peurs, je continue à avoir peur. Je ne me lance pas des défis, ben, je n'obtiens pas les résultats. C'est ça que j'ai dit souvent, je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que les gens ils disent, mais je comprends pas arabe, je comprends pas. 20 ans de mariage, pas de communication. Je dis, mais est-ce que vous avez mis en place la communication? Non. Pourquoi? Regarde les gosses, ils sont là, en PlayStation. Ben vas-y, apprends-leur à lire, donne-leur des goûts, passe du temps avec eux, fais-les réfléchir. Ah, j'ai pas la tête, j'ai pas une merde, j'allume la télé et je m'en vais. Mais alors, t'as fabriqué des brels. Ils sont brels.
Non, les gens ne comprennent pas. Ouais, je comprends rien. Il n'y a aucune solidarité. Moi et ma femme, il n'y a aucune solidarité. Mais solidarité, c'est solide, c'est sol. Sol, c'est solitaire. Solitaire, c'est unitaire. Unitaire, c'est uni. Uni, c'est union. Union, c'est communion. Donc si vous n'avez pas communiqué pour mettre en communion votre unité, donc vous n'avez pas créé la solidarité. Donc il n'y en a pas. Encore 3 mois de mariage, tu sais, des gamins, c'est 2 orgueils, 2 rivalités, ok. Mais 30 ans de mariage? Moi, j'ai l'habitude, j'ai dit, mais j'ai un problème avec vous, là. Elle me dit, ah bon, c'est quoi? C'est quoi? Tu vois, je dis, il n'y a pas de solidarité, là. Je mets la main au milieu, là, il n'y a rien, là. Il n'y a rien. Toi, t'es là, l'autre, il est là. Et moi, vous, les Tunisiens, les trucs, les Germains, les trucs, les Marocains. Mais de toute façon, vous êtes nés à ici, les Moulineaux, les deux, qu'est-ce que c'est que les gens, écoutez bien ce que je vous dis, hein, ça va vous aider plus tard. Les gens, ils pratiquent la fracture et ils s'étonnent qu'il n'y a pas de soudure. Ça, c'est le couple. Mais les enfants, c'est pareil. Tes enfants, tu leur parles, tu les prends dans tes bras, tu pries pour eux, tu leur dis que tu les aimes, que tu es fier d'eux, tu passes du temps, tu laisses sur le canapé. Tu leur tiens la main, tu vas te balader avec eux, tu joues au foot. Non, j'ai pas le temps, je suis dans le business. Moi, je suis très, très occupé. Après, il se marie, justement, il n'appelle jamais. Il m'appelle pas pour me dire Shabbat Shalom. Quand il a besoin d'argent, il m'appelle. Sinon, papa, tu m'achètes une voiture, papa. Mais c'est quoi, je suis un portefeuille, moi? Ouais, c'est ça le respect des parents, c'est ça la reconnaissance. Mais tu peux pas dire merci à une machine à sous, un distributeur d'argent. Tu vas le voir, tu lui dis comment ça va? Ça a été Shabbat, il me faut 200 shekels, tu penses que tu peux me... Non, ferme ta gueule, tu lui donnes la carte, fais le code et prends et casse-toi, et qui crève et qui s'étouffe et qui rouille dehors. Tu dis, mais c'est grave de parler comme ça d'une machine. Mais moi, je te parle de ton père, moi. Comprenez l'idée ou non? Ça veut dire que le lien, il existe parce que tu l'as créé. Maintenant, tu n'as fait pas le temps. Tu n'avais pas la tête. Tu étais immature. Tu étais égoïste. Tu étais bourré de complexes. Tu étais pudique. Tu étais maladroit. Mais on s'en fout de tes raisons. Le résultat, il est là. D'accord ou non? C'est que les gens, ils croient que parce qu'ils peuvent expliquer leur échec n'est pas un échec. Mais on s'en fout de tes raisons. J'ai dit 1 million de fois, et je le répéterai jusqu'à la fin de ma vie, la différence entre les enfants et les adultes, c'est que quand il y a un problème, les enfants, ils ont des raisons. Ouais. Genre, mais comment t'as pu rater ton diplôme? J'avais un stylo qui n'était pas de bonne qualité. Je l'avais acheté chez Max Stocks, alors que l'autre, il avait un Waterman. Il faut voir les dissertations, quoi. L'autre, il avait des papiers Clairefontaine. Donc le gars, il a fait une licence en littérature. Moi, j'avais du papier Khrada. C'est pour ça que je me suis planté. Tu crois que c'est un problème de papier? Tu sais sur quel papier il écrivait, Victor Hugo? C'était une qualité spéciale qui s'appelle Khra. Ouais. Fait avec des chiffons. Avec de l'encre et la plume qui accrochait. Ouais. Et il y avait les fibres du tissu dans le papier. Pourri. Et quand il accrochait, ça faisait une tâche. Il fallait recommencer, il fallait gommer, il fallait truquer. Il a écrit 30 000 pages. Toi, tu as le stylo gel, pilote. Le papier extraordinaire. On attend toujours. Ou là, un poème, ou un mot. Essaye d'écrire même ton nom. Ça va venir. Blinéder. Parce qu'on ne peut pas le forcer, on ne va pas le complexer. Genre, t'es pas capable. Non, Hazvé Shalom. Écoute, il y a des intellos, il y a des brels, mais lui, il est ni l'un ni l'autre. Bon. Ouais. Ah putain, c'est pas shoot. Qu'on obtient ce qu'on travaille. On devient ce qu'on évolue. Mais il faut être dans cette dynamique. Moi, je vous le dis, hein, vous savez, moi, quand je parle, surtout à des jeunes, pour moi, c'est comme si vous êtes mes enfants. Moi, je parle à mes enfants. Ben, quand j'avais 14 ans, parce que la personne a 14 ans, moi, ma vraie peur, c'était pas d'être un rachat, c'était d'être un CON. J'avais très très peur d'être un CON. Vous savez ce que c'est un CON? Un concerné, un contribuable, un convaincu. Ouais. Vous allez trouver
le facteur commun. J'avais très très peur. C'est pour ça que je lisais 2000 pages par mois, que je faisais 10 heures de philo par jour, qu'à 17 ans, je dictais des dissertations de philo à des élèves d'Hippocagne, alors que moi j'avais 17 ans, ils avaient 28 ans. Pas pour vous impressionner, c'est pour vous dire que les moyens que tu peux te donner quand tu as peur d'être Brel. Vous savez, j'ai 64 ans, ça fait 50 ans que je réfléchis. Vous allez dire, bon, quand tu as ton diplôme, tu peux arrêter de réfléchir. Quand tu es marié, tu peux arrêter de réfléchir. Quand tu es devenu Diane, tu peux arrêter de réfléchir. Non, tu n'arrêtes jamais de réfléchir. Parce que vous avez remarqué que le miroir, c'est un miroir, ça? C'est une vitre? C'est pas grave, mais ça fait effet miroir. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que le miroir réfléchit? Tu te rends compte? Toute la journée, il réfléchit. Pourquoi le mot réflexion, ouais, il veut dire la réflexion intellectuelle et il veut dire la réflexion du miroir. Vous êtes posé la question un jour? Non? Ça, c'est pas de la Torah. Vous pouvez le faire aux toilettes, en plus, ça peut aider. D'accord? En fait, c'est très simple. Parce que c'est quoi un miroir? Vous prenez une vitre, vous collez une feuille de métal très fine à l'arrière. Vous savez pourquoi on le met sur une vitre? Parce que la feuille de métal, le papier à lui, il reflète. Mais quand vous le mettez sur une vitre, il est droit. Et quand il est droit, eh ben, les photons et les électrons, ils tapent dessus et la masse de lumière, elle crée l'image. Parce que la lumière, elle se reflète sur l'objet. Et ensuite, ces paquets de lumière, ils repartent vers le miroir. Et donc, ils renvoient l'image, le reflet de l'objet ou de la personne qui est devant le miroir. Donc, en fait, le miroir, il réfléchit ce qui est en face de lui. Ça va toujours? D'accord. Maintenant, la personne, quand elle réfléchit, par exemple, là, vous êtes là. Moi, là, je vous vois. Je vous vois. Je ne vous réfléchis pas. Maintenant, le fond de l'œil, il a capté cette image. D'accord? Donc, il y a une mémoire temporaire, comme dans une mémoire, comme la mémoire de l'ordinateur, ouais, la première mémoire. Donc, je ferme les yeux. Ben, je sais qui c'est qui est assis là. Ben, j'ai de la mémoire. Je sais qui c'est. Les quatre, là, je les connais. Vous, là, c'est les deux sur la chaise, les trucs. Enfin, donc, mais là, je ne vous vois pas, je vous réfléchis. Donc, c'est quoi la réflexion? En fait, c'est l'activité cognitive que tu vas avoir, non pas à partir de ce que tu vois, mais à partir de l'image que tu as captée. Ça va? Maintenant, il y a des gens qui peuvent voir sans voir. Moi, je donne toujours le même exemple. Là, tu es assis tranquille comme ça. Bon, tu regardes la mer, c'est bien. Bon, tu es venu avec ta mère. Et puis, il y a un gars qui passe devant. Alors, il dit, dis-moi, Chaim, tu pourrais dire bonjour quand même. Je dis, excuse-moi, mais là, je ne t'ai pas vu. Comment tu m'as pas vu? Je passais devant toi. Donc, dans les 180 degrés, c'est impossible que tu ne me vois pas. Je suis passé devant toi. Alors là, tu as une expression bizarre. Tu dis, excuse-moi, je t'ai vu sans te voir. Ça va? Bon, vous allez dire, c'est pas très grave. Bon, tu as raté un copain, c'est pas très grave. Mais il y a des gens qui voient pas leur mari. Il y en a qui voient pas grandir leurs enfants. Il y en a qui voient pas leur couple qui part en destruction. Il y en a qui voient pas le temps qui passe. Il y en a qui voient pas qui sont à l'école, ils ont la tête ailleurs. Voilà. Il y en a qui voient pas qui sont mal. Il y en a qui voient pas que la drogue les détruit. C'est-à-dire qu'ils voient sans voir. Ben oui, parce que voir, ça veut dire que ça envoie des informations au cerveau, et sur ces informations, tu réfléchis. C'est ça, réfléchir. Donc, tu réfléchis pas sur ce que tu vois, tu réfléchis sur ce que tu as capté de ce que tu as vu. Maintenant, les gens qui réfléchissent, ils peuvent être acteurs de leur réalité, mais les gens qui voient, ils sont spectateurs. Maintenant, comme on a dit que la maturité, c'est la résonance de l'action, donc plus tu vas voir, réfléchir et agir, et plus tu vas évoluer. Donc, si tu vois un gars de 20 ans qui a un mental de 14 ans, ça veut dire que ça fait 6 ans que sa machine a évolué, elle est arrêtée. Mais pourtant, il vit, il mange, il dort, il pleure, il va aux toilettes. Oui, mais c'est par impulsion, c'est par réaction, c'est pas par décision. Moi, j'avais 14 ans, j'ai levé les mains au ciel comme ça. D'ailleurs, on me prenait vraiment pour un cinglé à l'époque. Bon, ça n'a pas tellement changé. J'ai dit à Hachem, je ne veux plus être en réaction. Je veux être en décision. C'est une grosse décision. Parce que c'est quoi réaction? Si vous parlez français, il y a agir, il y a réagir. Par exemple, là, je parle. Et vous réagissez à l'intérieur. Ouais, vous dites, c'est vrai, c'est pas vrai. Oh, ça me saoule. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Oh, il est long. Oh, j'ai faim. Oh, il y a de la marchandise ce soir. Ouais. Donc, chacun, il va avoir une réaction différente. Mais réagir, ça veut dire
qu'il y a quelqu'un qui a agi et toi, tu as réagi. Donc, celui qui a agi en premier, il est le maître de ta réaction, donc de ton action, puisque ton action, elle est réaction. Ça va? Alors que décision, ça veut dire que ton acte, il démarre de ton impulsion personnelle intérieure. C'est toi qui réfléchis, c'est toi qui décides, c'est toi qui vocalise et c'est toi qui assume et qui agit. Ça s'appelle une décision. Imagine-moi à 14 ans. Ouais. Alors je l'ai dit, c'est rien de le dire. Mais le problème, c'est que pour que toute ta vie, ça soit des décisions, il faut que tu aies les moyens de décider. Donc tu es obligé de développer ta personnalité, ton intelligence, ton intellect actif, ta fonction imaginative, ta gestion de tes émotions, ta gestion de ta sérénité, après la gestion du regard de l'autre, l'étanchéité, d'accepter ou de ne pas accepter ce qui pénètre en toi, la tentation de se laisser aller, l'attirance du canapé par rapport à l'effort, l'attirance de tricher plutôt que de travailler, l'attirance d'apprendre par cœur plutôt que d'appuyer sur ChatGPT. Donc tout ça, c'est des tentations. Alors quand tu fais l'effort de lutter, tu deviens fort. Bah oui, parce que je rappelle que l'effort, ça s'écrit L'-E-S-F-O-R-T. Comme ça que ça s'écrit en français, non? Ils n'osent plus parler, ils sont paralysés. Vous êtes traumatisés ou quoi? L'effort. Pourquoi? Parce que devant une situation où tu l'es fort, où tu l'es pas. En fait, l'effort, c'est d'être fort. Et fort. C'est comme ça qu'on comprend, non? C'est pour ça quand les gens ils te disent « Ah, moi, je peux plus faire d'efforts. Je ne ferai plus d'efforts. Voilà, je suis comme ça. » Une fois, une femme, elle a menti à son mari. Elle lui a dit qu'ils allaient voir un psychologue goy, parce qu'il ne voulait pas voir les rabbins. Il était antisémite, le gars. Et donc, elle lui a dit « Ouais, tu sais, comme il ne peut pas recevoir à son cabinet, il est surchargé. Il nous a fait une tova de nous recevoir chez lui. Donc, moi, ils arrivent chez moi. Ils tapent à la porte. Je les vois les deux. Et lui, dès qu'il voit ma gueule, mais coincé de chez coincé. Je dis, vous rentrez? Il me dit, non, je ne rentre pas. Elle m'a menti. Elle m'a dit qu'on allait voir un psychologue et vous êtes un rabbin. Je dis, écoutez, ça soigne, c'est pas assez. Moi, j'en ai soigné des psychologues. Il ne voulait pas rentrer, le mec. Mais coincé de chez coincé. D'ailleurs, j'ai appelé ma femme. Je lui ai dit, chérie, j'ai retrouvé le balai, ne le cherche plus. Et le mec, il dit, je vous préviens, je ne ferai plus aucun effort. Ça m'a choqué, la vérité. J'avais de la peine. Parce que je savais qu'il allait mourir dans l'année. Bah oui, parce que Adam les Amal Yulad, l'homme a été créé pour faire des efforts. Donc quand tu as décidé de ne plus faire d'efforts, c'est fini la vie. Maintenant, vivre, je sais pas, c'est pour vous, vivre, c'est un effort ou non? Il y a des gens, tu leur dis, il faut sourire. Oh, encore des efforts. Bah fais la gueule. Lave-toi les dents. Encore des efforts. Oui, mais là, il y a les gens, le papier peint, il se décolle, baba. Il faut faire quelque chose. Ouais. Bah, fais attention, tu manges n'importe quoi. Ah, je peux pas faire des efforts. Tu me demandes de faire des efforts. J'ai fait beaucoup d'efforts. C'est bizarre. Je comprends pas, moi. J'ai du mal à être con. C'est difficile pour moi. J'ai arrêté très tôt. Ouais. Mais faire un effort, c'est d'être vivant. Mais écoutez bien ce que je vous dis. Un effort, c'est pas un effort pour quelqu'un qui est fort. Tu sais, le percheron, je donne toujours le même exemple. Le percheron, vous savez ce que c'est? C'est un cheval, d'accord? Il est très fort. Il fait 1m95 en haut du dos, pas la tête. Il fait 1m95, c'est énorme. Il s'en servait pour tirer les trains en panne. Il tirait les péniches, d'accord? C'est-à-dire que c'est un cheval, il est d'une puissance incroyable. Ouais. Et bien, quand tu t'assois dessus avec tes 80 kilos, il croit qu'il y a une mouche qui s'est posée. Donc, il va marcher, ça ne lui coûte aucun effort. Pourquoi? Parce qu'il est fort. Donc, si tu es malin, tu es fort. Et quand tu es fort, il n'y a plus d'effort. Le problème, c'est que pour être fort, il faut faire l'effort, puisque c'est l'effort qui rend fort. Bon, quand j'étais jeune, j'adorais voir les trucs d'haltérophilie, là, les championnats du monde. Tu vois le petit Tchétchène, 1m45, mec bien tassé. Il est assis comme ça. Ils appellent son nom Tchékotchenko Vrakonzotsko.
Le mec, il se lève, concentré. Hein. Il marche, tac, tac. Il y a un bac avec du talc. Il fait comme ça. Il est concentré. Il voit rien, il n'entend rien, il comprend rien, il sait rien, rien. Il monte sur le truc. Tac, tac, tac. Il y a la barre. Il se baisse. Il le met sur les épaules. Il met un pied en arrière. Après, tac. Il fait ça, il ramène le pied. Il est là. Ouais. Il doit attendre 3 secondes. Et il arrête. Mais toi, tu vois que c'est marqué 285 kilos. Le mec, il a mis 285 kilos. Et le plus épatant, c'est quoi? C'est qu'après qu'il a jeté, ouais, il est tout rouge. Hein, il y a 4 mecs de 2 mètres de haut qui viennent pour faire rouler la barre. Même pas, ils vont la lever. C'est pas qu'ils la lèvent. Ils la lèvent pas, ils peuvent pas la lever. 285 kilos. À 4, ils n'arrivent pas. Ouais. Ils viennent pour la faire rouler. Donc le mec, il a soulevé un truc de 285 kilos, ouais, alors qu'eux, ils se mettent à 4 pour la faire rouler. T'as compris c'est quoi la volonté? T'as compris c'est quoi l'effort? Maintenant, pour arriver à ça, tu le vois là, il a 22 ans, depuis l'âge de 6 ans, en Tchétchénie là-bas. Il fait de l'haltérophilie, le mec. Donc l'autre, depuis l'âge de 7 ans, il étudie la Torah. Qu'est-ce que tu penses qu'à 102 ans, il a dans la tête? On me dit, non, non. L'autre, il faisait des équations à 8 ans. Imagine 64 ans, prix Nobel. Qu'est-ce qu'il a dans la tête en mathématiques? Donc, en vérité, c'est quoi? C'est le fruit de tous les efforts. Donc, en vérité, le mot effort, moi, je trouve qu'il est mal fait. Il aurait fallu dire sois fort. On le dirait fort, dit sois fort. Maintenant, il y a une situation, sois fort. Alors que qu'est-ce que tu dis, toi? Encore un effort. Je suis fatigué. J'ai plus la force. C'est quoi, j'y crois plus. Moi, j'ai eu des gens, 15 ans, ils m'ont téléphoné, 15 ans. Mon mari, il est comme ça, mon mari, il est comme ça, mon mari, il est comme ça, mon mari, il est comme ça. Bon. Bon. Et l'autre, c'est vrai que c'était une pierre tombale. Bon. Si Gilles, la maturité, ouais. Et le mec, il change. Il fait tes chouvins, il veut truquer, il se prend en main, il évolue. Tu voulais la religion, il fait de la religion. Tu voulais l'intello, il fait de l'intello. Tu voulais de l'humour, il fait de l'humour. Maintenant, il change. Ouais. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Je veux divorcer. Je dis, mais je ne comprends pas, madame. Ça fait 15 ans que vous l'attendez. Vous m'avez saoulé 15 ans à moi. Moi, j'étais votre cuvette de WC. Toute votre chala, vous me l'avez envoyé. Mais maintenant, il est prêt à changer. Il est là, il change. Il est en train de changer vraiment. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai plus la force. Non, 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 je ne peux plus. J'ai fait trop d'efforts. J'ai plus de force. Et je ne comprends pas. Si c'est vraiment ça que vous vouliez et que ça arrive maintenant, et que vous savez que vous n'avez pas le timing, c'est ça la vie. La vie, tu peux avoir des rêves, tu peux avoir des espoirs, tu peux avoir des souhaits. Mais tu ne sais pas quand est-ce que la chose va arriver. Donc pourquoi tu sens que c'est trop et que c'est fini et que tu n'as plus de force? C'est bizarre, non? Peut-être, je me permets de faire une petite remarque, constatation tout à fait zoologique, peut-être que ton projet, donc pendant 15 ans, d'appeler les rabbins et de faire des remarques et de lui faire des critiques, c'était juste pour le faire chier. Vous suivez? C'est laxatif. Et maintenant qu'il est prêt à changer, t'as plus personne à embêter. Parce que sinon, je ne comprends pas ce que t'as rêvé. Vous comprenez? C'est comme un mec qui creuse 120 mètres dans la montagne. Ouais. Pour atteindre un gisement de diamant. L'ingénieur, il dit, écoute, on a scanné, il reste 5 cm. Il dit, j'en peux plus. Je suis fatigué. Tu sais quoi, je suis désespéré, j'y crois plus. On s'est moqué de moi. Ça fait 20 ans que je creuse. Mais là, il reste 5 cm. Pourquoi tu craques? C'est qu'au fond, tu voulais pas. Mais de la même manière qu'on peut se noyer dans 20 cm d'eau, tu mets ta tête comme ça, ouais, on peut aussi rater sa vie à 2 minutes près. Combien de fois? Je dis, elle est bien la fille, vas-y. Elle est gentille, elle te plaît, elle est intelligente, elle est fine, elle est religieuse, elle est équilibrée, elle ne te déstabilise pas, elle t'apporte, elle te considère, elle te respecte. Vas-y, marie-toi. Ah non, attends, c'est bon, c'est la première, j'ai le droit de vivre avant de rentrer au pénitencier. Bon, il a laissé tomber. Elle s'est mariée, elle a 4 enfants, elle est bien, bon. Lui, bon, il a 38 ans, il fait toujours les soirées. À la fin, il épouse un pou. Tu dis quoi? C'est pour ça que tu as fait le difficile? T'as compris comment ça marche? C'est-à-dire que quand tu es construit, quand tu es prêt, ouais,
Quand tu es entier, quand elle va se présenter l'occasion, tu vas switcher tout de suite. Tu vas cliquer, je ne sais pas comment ils disent aujourd'hui. Trush, non? Trush, ils disent. Trush. C'est ça qu'ils disent? Non, c'est pas ce mot. C'est quoi, comment le mot, ça colle? Ça match. Ça match. Faut que j'apprenne parce que j'ai arrêté très jeune. Mais crush, ça existe, crush. Oui, ça existe. Mais c'est quoi crush? Ah, c'est plus sexuel. Non. Non? Quand on aime bien quelqu'un, quoi. Quand on l'aime pas. Ah, c'est l'inverse. On aime bien. Ah, on aime bien. Crush sur quelqu'un, quoi. Ah, d'accord, ouais. C'est léger. Je sais pas. Moi, je trouvais que la langue française, elle était très riche, mais ils ont trouvé des trucs. Pas tout français. Ouais, j'ai compris. Bon, il faut bien un langage pour les animaux. Mais, non, j'exagère. Mais si peu. Bon, restez calme. Restez calme, c'est pas grave. De toute façon, j'habite pas ici, moi, je vais partir. Vous allez retrouver votre quotidien. C'est très, très important, ouais, de se dire que tout ça, c'est résumé dans une phrase des Pirkei Avot. C'est marqué « Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro ». Ouais, qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise le Yetzer Hara. Alors moi, j'ai pas fait d'études de psychologie, d'accord? Mais les présidents d'attribution d'équivalence, ils me disent « Écoute, Echia, tu nous fais un petit topo d'un quart d'heure, on te donne un doctorat. » Mais moi, bon, la vérité, j'ai jamais cherché à avoir une carte de visite. Et l'idée, c'est ça. Regardez bien, restez concentrés. Je sais que c'est un peu long, vous êtes fatigué. Bon, vous attendiez à plus rigoler, mais bon, des fois, il y a des moments pour grandir, des moments pour délirer. Sinon, vous irez chez Rav Cyril. Donc, vous avez d'un côté Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, Akovesh et Titzro. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le Yetzer Hara, c'est celui qui va exister quand toi, tu n'es pas là. Donc, c'est lui qui va te proposer d'exister à ta place. D'accord? Donc, quand toi, tu es devant une situation, si toi, tu vas décider, donc tu vas dire, allez, j'assume. Si tu veux pas décider, automatiquement, ça va être une pulsion, ça va être des peurs, ça va être des angoisses, ça va être de la colère. Mais en fait, c'est pas toi. Ouais, la preuve, c'est qu'après, tu te dis, je n'étais pas moi-même. J'ai été dépassé par les événements. Ou alors, c'est toi, tu m'as poussé à bout. Toi, tu m'énerves, tu m'as énervé. Donc, encore une fois, on a dit que quand tu penses systématiquement que c'est la faute de l'autre, c'est qu'il n'y a personne dedans pour assumer. Parce que pour être mis en cause, il faut quelqu'un qui assume d'être la cause. En anglais, c'est because, soit la cause. Ouais. Donc, quand toi, tu n'as pas construit ton moi, ou que ton moi, il n'est pas adapté à l'âge de la situation, parce que là, c'est une situation, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble, la fille, elle te dit, écoute, bon, tu me présentes à tes parents, et toi, tu dis, mais il n'en est pas question, puisque tu es tunisienne. Et moi, je suis marocain. Ma mère, elle n'acceptera jamais. Alors, elle dit, mais ça fait, depuis que je suis né, je suis tunisienne. Depuis 4 ans qu'on est ensemble, je suis tunisienne. En plus, comme on n'est pas religieux, on a tout fait ensemble, on a tout vérifié, tout marche bien, grâce à Dieu, conformité d'orifice et tout est bien. Et maintenant que je te dis, il faut que tu ailles voir tes parents pour me présenter, tu me dis non, c'est impossible. Mais je comprends pas, pendant 4 ans, tu m'as dit que tu m'aimais. Ben, c'est toi qui m'as dit, au bout d'un mois, tu m'as dit tu m'aimes. Moi, j'ai compris que tu voulais que je te le dise, je te l'ai dit. Tu m'aurais dit, achète-moi un vélo, je te rachète un vélo. Mais t'es un malade. Pas du tout, je t'ai apporté ce que tu voulais, non? Et toi, en plus, tu payes en nature. Le plus heureux. J'ai vu un mec qui demande l'addition quand il mange gratuit. C'est pour ça qu'il ne faut rien donner. Même si on n'est pas très religieux, il ne faut rien donner. Parce que je vous explique. Jusqu'au moment où un garçon vous touche, vous êtes une personne. Mais quand il vous touche, vous êtes un objet. Voilà. Mais ensuite, ça ne vous dérange pas. C'est pas grave. Il en faut des potiches. Ouais. Mais c'est dommage. Moi, j'ai plein de cas comme ça. Mais 4 ans qui sont ensemble. Ouais, mais Rav, vous comprenez, elle m'énerve, et puis elle me saoule, et puis elle parle trop. Et puis j'ai dit, attends, vous avez couché ensemble? Oui. Ça change. Change de statut. Non, le garçon, pour la fille, d'être ensemble, c'est juste la confirmation qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on s'aime, que tu seras le père de mes enfants, qu'on finira nos jours ensemble, on aura des beaux bébés. Pour le garçon, c'est pas pareil. Non, il a faim. Il aime le shawarma. Bien grillé, bien serré, bien tassé. C'est pour ça qu'il ne faut rien donner. Moi, je vous le dis, ça fait 30 ans que je donne ce conseil. Je ne sais pas si je l'ai fait ici à Arcela, je ne me rappelle plus.
Quand vraiment, vous n'êtes pas religieux, ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous êtes dans la voiture, il est 4 heures du matin, et il vous dit, allez, quoi, c'est bon, allez, on le fait. Vous le regardez dans les yeux. Il vous dit, écoute, si on ne le fait pas, je vais mourir. Montre-les-moi. C'est-à-dire, t'es midote. Là, vous avez des idées, vraiment. Et il vous regarde comme ça, il dit, j'en peux plus. Écoute, ça fait 2 ans, on n'a rien fait, Shomer Negia, je vais mourir. Alors, je t'en prie, ce soir, tes parents sont pas là, les miens sont pas là, j'ai ce qu'il faut, je suis équipé. Donc, si ça ne te dérange pas, on le fait ce soir. T'en as pas envie? Alors là, vous le regardez bien dans les yeux, de la part du Rav Ben Chetrit, puisqu'il vous dit qu'il va mourir si vous ne le faites pas. Et vous lui dites, crève. Crève. Eh bien, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Parce que vous êtes jeune, vous êtes né avant-hier. Moi, ça fait 40 ans que je donne ce conseil. Jamais une fille, elle est venue me voir pour me dire, eh ben, il est mort. Non, ils meurent pas, ils vont pas mourir. C'est ça qu'ils sont venus en minorité, ouais. Ils vont pas mourir, ouais. Mais toi, si tu le fais, tu vas mourir. Il y a un truc qui va mourir. Vous savez, là. Donc il faut être un peu malin, ouais. Pour ça que c'est quoi, Gibor, Akovesh et Titzro. Regarde la force des Chachamim, mais regardez ça, je vais vous faire gagner à peu près 10 ans de psycho et 8 ans d'yeshiva. Gibor, le rapport entre le fait d'être Gibor, d'être fort, et le fait de maîtriser l'Yetzerara. D'accord? Regardez cette force. Gibor, c'est Gever. C'est quoi Gever? Un adulte. Donc l'adulte, c'est celui qui maîtrise le Yetzerara. Donc, le Yetzerara, c'est de faire l'enfant. Maintenant, l'enfant, il suit ses pulsions. Et l'adulte, il suit les décisions. Donc, qui est l'adulte? Giver ou Geveret, ouais, c'est celui qui va selon le Da'at. Le Katan, lui, en beau Da'at, il n'a pas. Donc quand tu fais l'enfant, ouais, quand tu t'énerves, quand tu te prends la tête, quand tu bases, quand tu veux pas réfléchir, quand ça te saoule, quand t'as pas les nerfs, en vérité, tu as une énergie extraordinaire pour rester brel. Le problème, c'est qu'il y a une siyata, il y a une aide du Satan pour le brel. C'est-à-dire qu'il va te présenter les gens tordus, il va te présenter la personne tordue, il va te donner l'argent tordu dans les opportunités tordues, tu vas finir en prison, tu vas apprendre toutes les langues du Maghreb. Mais tout ça, c'est une suite. Parce que Rachid le dit, Shne drachim nifna ben adam, il y a 2 chemins devant l'homme, le chemin du bien, le chemin du mal. Tu auras toujours le choix, si tu veux des brels, si tu veux des lourds, si tu veux des débiles, dans toutes les générations, il y en aura. Si tu veux des gens bien, tu veux des gens droits, tu veux des gens équilibrés, tu veux des tzadikim, il y en aura. Il y aura toujours le choix. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ils croient, ouais, je suis pas dans la bonne génération, j'ai pas vécu, je suis tombé dans une yeshiva de fou, le rav il m'a écœuré. Non, il y aura toujours, il y a des rabbanim pour les cinglés. Il y a même des tzadikim pour les fous. Vous avez compris ou non? Parce qu'on a la vérité qu'on mérite. Mais la vérité, tu l'as, elle est en préliminaire. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es entier? Est-ce que tu es entière? Est-ce que tu es construit? Est-ce que tu es équilibré? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es lifné Hachem? Si tu es comme ça, comment veux-tu qu'elle t'arrive l'achra? C'est comme si tu vas dans une exposition de Christophe, c'est la vaisselle. Il te faut une table de malade mental, super belle, avec des décos, des trucs, tu vas pas trouver un cadavre de chien en plein milieu, déchiqueté. Tu dis, mais ça va pas, mais c'est dégueulasse, c'est incohérent. Voilà, t'as compris. Donc quand tu vois qu'il y a de l'incohérence dans ta vie, c'est que t'es incohérent. Une fois, une fille comme ça, elle est venue chez moi, à la fin d'un cours à Paris, où elle avait une jupe, mais en fait, je crois que c'était un pull, qui était très court. Et puis, elle avait un dos nu, mais elle l'a mis à l'envers. Donc, en fait, elle était toute nue. Donc, moi, tout de suite, j'ai enlevé les lunettes. Je regarde par terre. Je dis, ah, ben, Chétrit, bravo pour vos cours, c'est extraordinaire. Oh là là, ça m'a fait de l'effet. On dirait les Beatles. Je dis oui. Elle dit, j'ai rencontré un garçon.
les Shamaïm, un Barour et Jiva. Il n'est qu'arrive le Ham Israël. Il m'apprend la Torah toute la journée. Alors, je la vois toute nue et j'imagine le Barour. Vous avez fait le séminaire à Las Vegas? Oui, exactement. Ah bah, Mina Shamaïm. Je dis, mais. Alors moi, pour rigoler comme ça, je dis, c'est un Baruch Yeshiva. Ah oui, Baruch Yeshiva en Israël, bon, il vient de temps en temps et tout ça, bon, on sort ensemble, ça va, il m'apprend la Torah. Je dis, ok. Moi, comme ça, je fais, il vous tient la main? Bien sûr. Baruch. Et après la main, plus, si affinité, elle m'a dit, oui, mais c'est l'Yetzerara. Oh, j'ai eu peur, je croyais que c'était un rachat. Je sais comme ça vous étonne pas. Le mec qui vous enseigne la Torah, il a une kippa noire en velours, il vient en costard, chemise, et il vous touche. Elle me dit, c'est vrai que c'est bizarre. Je vous dis, vous savez que vous êtes atteint d'une maladie très grave. Elle me dit, ah bon, laquelle? Ben, la nia, vous êtes nia. Pour pas dire baha ou Allah. Vous avez compris l'idée ou non? Alors elle fait tchouva. Ouais. Elle cherche la vérité. Elle est pure. Automatiquement, le Satan, il lui envoie un bachour, parce qu'il leur a envoyé Mouloud, elle n'aurait pas hésité, ouais. Mais comme il est bachour, il vient de Kol Torah, ou elle va savoir, il lui dit, tu sais, Hachem il a dit, c'est marqué dans le Midrash, oh là 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 là. Après il lui dit, tiens, je vais bien t'expliquer, il lui tient la main, après il vérifie qu'elle est vivante, ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Après tu vas dire, bon, il n'y a rien de mal, de toute façon on va se marier plus tard. Ça, d'accepter ça, c'est un manque de respect de soi. Parce qu'on a dit que le respect, c'est quoi? C'est le droit d'exister. D'accord? Maintenant, toi, tu dois décider où tu es une personne, où tu es un objet. Maintenant, si l'autre te considère comme un objet et que ça ne te dérange pas, donc il va faire exister quoi? L'objet. Et toi, en plus, tu te sens bien d'être l'objet. Les goïms, ils appellent ça l'objet du désir. Mais tu n'as pas compris. Dans l'objet du désir, c'est qu'il y en a un qui est une personne et un qui est un objet. C'est toi l'objet, ça ne te dérange pas? Moi, j'étais jeune. J'étais en classe de... Je ne me rappelle même plus. J'étais en 3e, je crois. Et puis, moi, j'allais jamais au boom. À l'époque, ça s'appelait des booms. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelle. Une fois, j'ai été, bon, comme ça, pour l'expérience zoologique. Et j'ai vu des filles de ma classe et tout ça. Bon, elles rencontrent un gars qu'elles ne connaissent pas. Puis à l'époque, il y avait le slow. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il n'y a que des élèves de David Guetta. Et puis ils font un feeling. Je vois, je ne sais pas ce qu'il lui a dit dans l'oreille, je n'ai pas compris. Bon, il a dû répéter les paroles de la chanson. Et après, ils s'embrassent. D'accord? Et après, ils sortent ensemble. Bon. Alors moi, encore une fois, toujours dans la curiosité zoologique. Donc je prends le train le lendemain avec elle, puisqu'on prenait le train pour aller à l'école. Et je lui dis, excuse-moi, le mec d'hier, tu le connaissais avant? Il me dit non. T'as fait une danse? Il me dit 3 minutes, ouais. Au bout de 3 minutes, il t'a dit un truc dans l'oreille, et tu l'as embrassé, et vous sortez ensemble. Il dit ouais. Je dis, mais t'es amoureuse de qui? Il dit, bah de lui. Mais lui, mais tu sais pas qui c'est. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que la pulsion, l'attirance, le sentiment, c'est pas toi. Moi, je vois plein de gens, ils me disent, écoutez, Rav, écoutez, je l'aime, mais il ment, il triche, il n'est pas sérieux, il fume des joints toute la journée, il m'a dit qu'il est dans l'immobilier, en fait, il est dans l'immobilisme, il ne faut rien de sa vie. Je dis, bah, faut le quitter. Oui, mais je l'aime. Je dis, vous aimez qui? Vous aimez celui que vous croyez qu'il est ou vous aimez celui qu'il est? Est-ce que vous aimez celui que vous voudriez qu'il soit? Est-ce que vous aimez celui que vous rêvez qu'il va devenir? Vous aimez qui, en fait? Vous aimez un espoir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Ben Chetrit? Il a dit un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Après, tu m'appelles un mois avant le mariage, tu diras, Ben Chetrit, il m'a trompé avec ma meilleure copine. Je dis, mais c'est normal. Mais bon, pourquoi? Mais il n'était pas avec vous. Ah bon? Non. Et vous non plus, vous n'étiez pas avec lui. Parce que vous étiez dans les halomot. Parce que l'amour, ouais, c'est la rencontre de deux maturités. Parce que le Maharal, il dit que l'amour, c'est Shaviut Aretzonot, c'est l'équivalence des volontés.
On a dit tout à l'heure que la volonté, c'est le moteur de l'existence. Vous vous rappelez ou non? C'est-à-dire que ma volonté, je la maîtrise, je la projette. J'existe grâce à ma volonté. Toi, tu existes grâce à ta volonté. Maintenant, quand les deux volontés rentrent en communion, ça s'appelle l'amour. Mais puisque la volonté, c'est le moteur de l'existence, et que l'existence, c'est le moteur de la maturité, donc l'amour, c'est la rencontre de deux maturités. Sauf si la volonté a été détournée par l'Yetzirara, et c'est la rencontre de deux pulsions. Vous sentez la différence? Maintenant, les pulsions, c'est comme tu as envie d'une glace. Quand tu as mangé la glace, tu ne vas pas l'épouser. Tu as envie d'aller à la piscine, tu ne vas pas vivre dans la piscine, mais tu as envie d'aller à la piscine. Ah, j'ai fait un kiff, j'ai cherché à la piscine. Ça, c'est du court terme, ça, c'est du long terme. Ça, c'est de l'essentiel, ça, c'est du superficiel. Ça, c'est du rouhani, ça, c'est du gashmi, ça, c'est chayesha, ça, c'est chayeolam. Donc, il y aura toujours le monde des adultes et le monde des enfants. Maintenant, après, il faut décider quel âge on a. Et si quelqu'un il va dire, ouais, c'est pas grave, on est jeune, on est insouciant, on kiffe et tout. Ok, il n'y a pas de problème, Mais attention, c'est que c'est pas la veille de la choupa que d'un seul coup, moi, les gens, ils viennent nous voir. Ahmed Chetri, voilà, je me marie dans 2 heures. C'est quoi le mariage? Je comprends même pas la question. Je dis, moi, j'ai commencé à réfléchir à 14 ans. Si on existe en trop, je n'allais pas empêcher ma femme d'exister. Et toi, à 28 ans, 2 heures avant le mariage, tu me diras en une phrase. Tu dis en un mot, si tu veux. Il me dit lequel? Itkadal. Ça veut dire qu'il faut travailler. Faut travailler. Et si vous allez me dire, oui, mais travailler, ça demande des efforts, je vous ai donné la réponse. Que l'effort rend fort. Et quand tu es fort, il n'y a plus d'effort. Maintenant, fort, c'est quoi? C'est Gibor. Et Gibor, c'est Gever. Et Gever, c'est adulte. Donc, quand tu es devenu adulte, il n'y a pas rien n'est dur. Parce que tu assumes. Vous avez compris ou non? Donc, quand c'est dur, quand tu ne veux pas assumer, elle est lourde, la valise. Elle est lourde. Oh là là. Et je suis obligé de la prendre. Ah bah oui, tu me dis, c'est la tienne. Oh mince. Elle est lourde. Hein. Écoute-moi bien. Il y a 80 millions d'euros en billets de 500. Ça fait 22 kilos. Tu la prends ou non? Elle est légère. Il y a 23 kilos de cailloux, d'Étretat. Tu peux les ramener chez toi si tu veux, mais à pied, jusqu'à Tel Aviv. Tu dis, elle est lourde. Donc ça veut dire que le poids de la valise dépend de la motivation à la porter. Tu veux ou non? Donc quand tu aimes l'autre, tu portes. Quand tu l'aimes pas, tu supportes. Donc si tu supportes, c'est que tu n'aimes pas. Quand tu supportes les études, c'est que tu ne veux pas faire d'études. Quand tu supportes les enfants, c'est qu'en fait tu ne veux pas d'enfants, tu veux la tranquillité. En fait, tu voudrais rester célibataire en étant marié. Moi, ils viennent chez moi, ils me disent, ah ben Chetri, les enfants ils font du bruit. Écoutez, il me dit, écoutez, c'est pas la peine de perdre la soirée entière. Moi, je suis un homme d'affaires, je travaille, d'accord? Je rentre le soir. Il faut que le repas il soit prêt, que les enfants ils soient douchés, ils soient couchés, ils soient endormis. J'ai mon téléviseur, j'ai mon Jack Daniel, et c'est tout. Qu'est-ce que je demande? Je demande rien. Je dis, mais il y a une solution. Il m'a dit, lesquelles? Vous les tuez. Une balle dans la tête chacun. On trouve les sacs en plastique à la taille. Vous effacez toutes les traces. Et vous gardez qu'une photo de chaque. Et on pose la photo. Et quand vous rentrez le soir, vous dites, comment ils étaient les enfants? Sages. Comme des images. Le mec, il a rigolé. Non, mais c'était sérieux. Je dis, mais pourquoi tu fais des enfants si tu les assumes pas? Pourquoi t'empruntes l'argent si tu veux pas le rendre? Pourquoi tu fais des études d'ingénieur pour être pizzaiolo? Toute la vie, c'est comme ça. Donc la logique, c'est quoi, encore une fois? C'est que la vie nous demande des efforts. Et c'est ça, Adam, les Amal Yulad, l'homme a été créé fait pour les efforts. Mais l'effort, en vérité, encore une fois, pour le glandeur, c'est une souffrance. Mais pour le bosseur, c'est un bonheur. Vous me suivez ou non? Regardez, moi, ça fait 35 ans que j'enseigne. Un peu plus que presque 40 ans que j'enseigne. Ouais. Bon, la vérité, pendant 4 ans, bon, à part la yeshiva où j'ai étudié, après, pendant 4 ans, j'ai préparé les cours. Toutes les semaines, je prépare un cours. Donc moi, j'ai une réserve de cours de malade. Maintenant, où t'as vu un mec qui peut faire 300 cours par an? Vous avez vu, j'ai regardé la feuille là, vous m'avez vu ou non? Ouais, 300, 250 000 kilomètres. Pourquoi je peux le faire? Parce que j'ai une masse d'enseignement
que j'ai absorbé par le fait que pendant 4 ans, j'ai préparé les cours. Donc mes efforts, ils ont porté leurs fruits. Donc je peux faire plus, puisque je suis plus fort, sans faire d'efforts. Qu'est-ce qui fait le glandeur? Il dit, ah non, non, travailler, réfléchir, se prendre la tête. Moi, je vois des mecs qui me disent, je veux gagner de l'argent, ils ont 15 ans, 16 ans, je veux faire du cash, je veux faire du cash. Si tu veux faire du cash, Yabrel, tu passes ton bac, après tu fais maths sup, maths spé, en 2 ans, après tu fais 2 ans de finance, après tu fais 4 ans à Londres, et après tu viens, t'achètes la villa. 14 millions de shekels, baba, cash. Parce que t'as l'argent. Tu dis, ah non, mais j'aime pas les maths. Va faire le parterre, baba. C'est de la géométrie, il faut juste tenir le balai dans le bon angle. Pas trop fort, pas trop faible, parce que t'as quand même 800 mètres carrés à faire. Et vas-y doucement. Et grâce à Dieu, t'as pris tes 3800 shekels, alors que nous mettons d'Abrim à les esrooms, que l'autre il prend toutes les minutes. Je connaissais un gars, il gagnait le SMIG toutes les minutes. Tu dis, mais attends, on parle de quoi là? Il a fait des efforts. C'est pareil, tu rentres dans une maison, tu vois la communication, tu vois la communion, tu vois l'amour entre l'homme et la femme, tu vois l'intelligence, tu vois le recul, tu vois qu'il n'y a jamais d'engueulade, tu vois des enfants éduqués, tu vois une shérina dans une maison, tu vois l'aide divine, tu vois les miracles. Mais mais il y a des efforts. Vous comprenez ou non? Les gens, ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils veulent des brachot, ils veulent des ségoulottes. Et il m'a dit, Rav, si je mange des mezuzot, ça va me donner la sérénité? Je dis, mange des téphilines, comme ça on finit une fois pour toutes. On verra sur ta gueule que t'es serein. Ouais. Mais je sais pas, est-ce que vous avez l'impression que c'est débile ce que je vous dis là? Ça veut dire que, encore une fois, l'effort est un effort pour celui qui est faible. Mais d'un autre côté, en faisant des efforts, tu deviens fort. Et quand tu es fort, il n'y a plus d'effort dans n'importe quel domaine. Donc les gens intelligents, ils font des efforts. Maintenant vous êtes jeune, je suis jaloux de vous, moi je suis un vieux. Ouais. Mais vous avez la vie devant vous. C'est maintenant qu'il faut éclater. C'est maintenant qu'il faut déchirer. Moi j'étais un malade mental. Moi j'étais très très bon en français et en philo. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des maths et de la physique. Un malade. C'est quand le prof il donnait 4 exercices. Moi j'allais chez Gilbert Jeune, j'achetais 4 livres. Et je faisais 40 exercices. Pourtant, c'était pas mon truc. Je n'étais pas du tout mathématique et physique. Mais j'ai dit, mais comme j'ai deux hémisphères dans le cerveau, un hémisphère mathématique, un hémisphère dans le physique, et un hémisphère philosophique, j'ai dit, j'ai l'hémisphère philosophique qui est développé naturellement. Parce que quand tu lis 2000 pages par mois, au bout d'un moment, ça se développe. Ouais. Alors j'ai dit, alors quoi, je vais être un handicapé des mathématiques? J'ai fait exprès, j'ai fait de la physique et des mathématiques. Maintenant, les mathématiciens du MIT de Boston, il me dit, vous avez vraiment un esprit mathématique. Mais c'est intéressant, parce que moi, j'avais une facilité philosophique. Vous me suivez ou non? Toi, tu sais que t'es très porté sur toi-même. Donc, tu vas faire des exercices d'empathie pour être porté vers l'autre. Ouais. Toi, tu vois que tu es très sérel. Donc, tu vas faire des efforts au niveau de l'intuition pour être équilibré. Rappelez-vous que Yaakov Avinu, c'est le Hémet. Et c'est le fils de qui? De Yitzhak, qui était la rigueur. Et le petit-fils de qui? De Avraham, qui était le Chesed. Donc, tu vois que pour arriver à l'équilibre, le Hémet, il faut passer par le rigueur et le din. Et le Chesed. Vous me suivez ou non? Donc, ça veut dire que vous avez la vie devant vous. Vous êtes jeune, vous êtes tout frais encore. Moi, je suis un peu fripé, mais vous êtes jeune. Bon, moi, je suis en cours de grossesse, mais bon, j'espère. Je vais accoucher un retraité à ce rythme-là. Mais l'idée, c'est ça. C'est que vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, pour le faire, il faut vous débarrasser du Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, il s'attaque à ceux qui sont tristes et ceux qui sont vides. Puisqu'il vient combler le vide. Maintenant, quand moi, je me donne les moyens de lutter contre mon Yetzer Hara, parce que je me lève à la prière, parce que je mets la kavana dans les tefilines, parce que je m'habille avec tsniout, parce que je fais attention à la cache-route, parce que je réfléchis avant de parler, parce que quand je regarde est-ce que je dis une bêtise ou je dis un truc intelligent, et que je projette des choses dans ma tête, et que j'investis dans le travail des midotes, et que je travaille ma gava, je casse mon orgueil, et je travaille ma modestie. Tout ça, c'est pour développer toutes les facettes de votre personnalité. Maintenant, la Torah, elle va vous donner des outils extraordinaires.
Il y a des gens, ils sont contents parce qu'ils ont travaillé une facette. Mais la vie, c'est des centaines de facettes. Et je vous donne un secret. Après, je vous laisse tranquille. Parce que je sens qu'il y en a une partie qui prie déjà pour que je m'étouffe. Tout le monde n'a pas dit Chas Veshalom. Bon, je peux comprendre. La vérité, même moi, je me saoule. Moi-même. Sans alcool. Non, mais je vais arrêter parce que ça fait 1h30 et 13 secondes. Donc là, vous devez être à la limite de la saturation. En plus, vous êtes venu pour draguer, pour manger, donc c'est sûr que... Le lapsus révélateur. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que toutes les mitzvot, c'est pour aller au Olam Haba. D'accord? Maintenant, le Olam Haba, on ne va pas vous donner la récompense de ce que vous avez fait. Oui, on va vous donner ce à quoi vous avez droit par rapport à ce que vous êtes devenu. Vous me suivez ou non? Donc, si quelqu'un, il est resté 30 ans avec une personne et qu'il n'est pas marié, donc ça veut dire que le couple n'a servi à rien. Ouais. Si tu as eu des enfants chez toi pendant 20 ans et ils ne sont pas éduqués, et toi-même, tu n'as pas évolué, ça veut dire qu'on t'a donné des enfants pour rien. Si tu as travaillé pendant 20 ans et au bout de 20 ans, tu n'as toujours pas la conscience professionnelle, c'est que le travail n'a servi à rien. Vous comprenez? C'est ça le truc. Le truc, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu deviens. Mais on ne peut pas devenir sans faire. C'est pour ça qu'il faut étudier beaucoup la Torah et qu'il faut beaucoup travailler ses midotes. Et il faut beaucoup prier pour rencontrer les bonnes personnes, pour s'investir à fond dans tout ce qu'on fait. Moi, ouais, par exemple, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Bon, pendant 40 ans, j'ai eu un mérite. C'était pas forcément bien parti parce que moi, j'étais très, très intellectuel et elle était très intuitive. Pourtant, on a une grande famille, une équipe de foot avec les remplaçants, au Hachem, plein de petits-enfants magnifiques, des enfants magnifiques. Comment on a fait de ne pas s'engueuler pendant 40 ans, de ne pas se prendre la tête, de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas se tromper, de pas... 40 ans. Pas 4 semaines, pas 4 mois, pas 4 ans, 40 ans. Parce qu'on est venus les deux avec des midotes qui étaient déjà travaillés et la volonté de continuer à travailler les midotes. Il ne faut jamais s'arrêter. Je vous donne le secret. Quand tu es occupé à faire des compliments, tu ne vas pas faire une critique. Quand tu es occupé à une mitzvah, tu ne vas pas faire une avéra. Mais quand tu es occupé à rien, elle vient la touma. Quand tu penses à rien, elle vient la mauvaise pensée. Quand tu fais rien de ta vie, il vient le brel. D'où il sort? C'est pas qu'il t'a vu, il est venu chez toi. Non, c'est parce que tu étais vide. Tu étais un passage vide, ça l'a attiré. L'appel du vide, ça s'appelle. C'est pour ça qu'il faut être devant Hachem, devant vos parents, devant votre mari, devant vous-même, sans arrêt. Ça s'appelle Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Alors la vie, elle est facile. Donc je vous souhaite, Bezrat Hachem, que vous arrivez à faire ces efforts, à devenir des gens extraordinaires, à rencontrer des gens qui seront à votre image extraordinaire, qu'Hachem il vous enlève les indécis, encore une fois les lourds, les cassos, les gens qui vous regardent comme des poupées au lieu de vous regarder comme des personnes, des gens qui veulent se marier, pas des gens qui veulent s'amuser, des gens avec qui vous allez construire, des gens qui font l'effort de lutter contre l'Ion, etc. Parce que des fois, il y a de la Torah et il n'y a pas d'effort. Ils peuvent être tordus avec le chasse dans la tête. Ça existe. D'accord? Maintenant, pour y arriver, là, vous avez écouté le cours, je suis content, ça vous a plu. Si vous voulez travailler, ici, j'ai amené des outils avec moi. Ouais. Je vous explique comment ça marche et après, vous faites ce que vous voulez. Au pire, vous les achetez. Celui-là, il s'appelle La vie, une invitation à être. D'accord? Donc, la phrase que j'ai dit tout à l'heure, Kolachim zelat set milakoach el apoal, en vérité, ce livre, il est basé sur cette phrase. C'est-à-dire que tout le livre, c'est 400 pages d'explication de cette phrase. Et dedans, il y a tout. Il y a le bonheur, il y a l'équilibre, il y a la colère, il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a la paresse. D'accord? En fait, ça va vous expliquer comment devenir vous-même. Bon, ça fait 15 ans qu'il tourne le livre. Bon, Hachem, j'ai un élève à moi, il a 60 ans. Il est pédopsychiatre à Milan. Il a 40 ans de consultation. Le matin, il s'occupe des enfants en phase finale, que les enfants qui vont mourir. L'après-midi, il est en gériatrie.
aussi dans des phases terminales. Il m'a dit, si je lis pas le livre pendant 40 minutes tous les matins, j'arrive pas, j'ai pas la force. Il y a plein de médecins qui le donnent à la place des antidépresseurs. Ça marche très bien. Il y avait une femme, 10 ans de dépression. Elle est tombée sur le livre. Pendant 1 mois et demi, elle a travaillé. C'était une prof de français. Elle a travaillé. Elle n'a pas lu. Elle a travaillé pendant 6 heures par jour. Son psychologue, le gars, il m'appelle. Il m'a dit, je comprends pas. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Moi, ça fait 10 ans. Elle n'a pas bougé d'un pouce. Elle est devenue une bouteille d'Exomil, d'accord? Et vous, en 6 mois, elle a changé sa vie. Je dis, c'est pas moi, c'est le travail. L'outil, il est bon, mais il faut travailler. Maintenant, comme l'outil, il est très dense, parce que si vous avez remarqué la manière d'enseigner, donc il y a une dame qui s'appelle Naomi Adida, elle a créé ça. On a fait cahier pratique, on l'a fait ensemble. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que moi, j'ai fait la falaise. Et elle a fait l'escalier. Ça s'appelle le séquençage en coaching. Elle coach les patrons de la Redoute, elle est coach de manager. Ouais, c'est une grosse tête. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voyez, vous lisez le chapitre, elle pose des questions, vous répondez. Maintenant, quand vous répondez, vous allez vérifier que vous avez compris ce que vous avez lu. Et 2, vous allez intégrer ce que vous avez lu. Et 3, par résonance, vous allez savoir quel est votre niveau par rapport à ce que vous avez lu. Ça s'appelle fabriquer un portrait intérieur de soi-même. Vous allez apprendre à vous connaître. D'accord? Maintenant, les psychologues, ils s'en servent pour faire des ateliers. Bon, ils font payer 80 € la séance. À 30 personnes, c'est bien pour eux, tu vois. Voilà. Bon, là, c'est 100 shekels. Je ne sais pas si vous avez 100 shekels. Je sais qu'on est un peu dans les milieux défavorisés. Voilà. Donc, ceux que ça intéresse, il est là. Moi, je dis, ceux-là, c'est des livres de travail. D'accord? Encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Moi aussi, j'aurais voulu, moi, j'ai fait le travail tout seul. Mais bon, ça m'a pris du temps. Peut-être ça, vous pouvez gagner du temps. Et celui-là, c'est que si vous n'avez pas l'occasion de faire 15 ans d'Yeshiva, vous n'avez pas vraiment la tronche. Ouais. Donc, si vous n'avez pas l'occasion, donc, ça va expliquer les différents noms divins, la matière, d'accord, le temps, la providence, c'est-à-dire que c'est les grands principes de la pensée juive. Alors là, ils sont mis en clair. Parce que personnellement, je l'ai réécrit 9 fois le livre pour qu'il soit clair. Dans des grands rabbinim, ils me disent, mais rien, mais c'est 20 ans d'études, ça. Je dis, je sais pas, moi, mon projet, depuis que j'ai commencé à enseigner, c'est de donner accès au grand niveau des yeshivot à des gens qui, des fois, n'ont même pas une kippa sur la tête pendant la semaine. Voilà. Donc les livres, ils sont là, ils sont à votre disposition, si vous les voulez. Celui qui veut, là par contre c'est gratuit, je peux écrire une bracha à l'intérieur, puisque la Gemara dit que celui qui ramène un juif à la Teshuvah, sa prière est entendue. Donc à partir de 30 000, ça devient intéressant. Voilà, je suis là. Vous pouvez même payer par bit en plus, pour ceux qui veulent. Voilà. À bientôt. Chazak Obarour. Merci à vous, que du bonheur. Shabbat, je vais être à l'hôtel Sharon. Je vais faire 2 ou 3 ou 4 conférences, ceux que ça intéresse.